Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans On fait salon. On fait salon, c'est chez moi, chez toi, chez nous, chez vous. On fait salon, c'est l'émission Feel Good à regarder tranquillement dans son salon le jeudi de 19h à 20h en direct. Alors sur le chat, vous pouvez poser vos questions comme d'habitude. On en profite pour saluer Lucas qui participe à cette émission comme à toutes les émissions en modérant le chat et en étant là pour gérer vos questions et animer le chat. Et c'est la dernière émission de la saison. Après, on reprendra la dernière semaine d'août ou début septembre. L'émission est diffusée sur Facebook, on l'a déjà dit, sur Twitch et sur YouTube en direct. Donc n'hésitez pas à participer si vous avez des questions à venir. On va parler de quoi dans cette dernière émission? On va parler de sujets un peu plus sérieux que d'habitude. Parce que c'est aussi ça, on fait salon. Donc on va parler de violence policière, parce que c'est d'actualité. On va parler de désobéissance civile. On va parler de lutte. On va parler d'engagement et de militantisme. Ça fait beaucoup de choses en une heure. On va faire ça avec Brice, qui est un journaliste. Salut Brice, comment vas-tu ? Bonjour, eh bien ça va très bien et vous? Très bien, très bien. Alors journaliste aujourd'hui plutôt à l'équipe, mais tu as un passé de journaliste sur le terrain dans les manifs. Exactement, voilà. Ça fait 2 ans que je suis installé à Paris, 2 ans que je couvre un petit peu beaucoup même, à fréquence de tous les week-ends, les mouvements sociaux, hein, que ce soit lutte antiraciste, gilets jaunes ou récemment le gros mouvement contestataire sur la réforme des retraites. Donc voilà, j'ai vu pas mal de choses, oui. Tu as vu beaucoup de choses. Et avec toi, pour accompagner toute cette émission et cette thématique, on va recevoir aussi Xavier Renaud. Xavier, bonjour. Bonjour. Alors, tu es dans ton jardin à Beaumont. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Alors, fondateur des Désobéissants, long parcours. Alors, il est de bon ton de dire que tu as fait Sciences Po et que tu t'es retrouvé à gauche de la gauche, que tu as gravité avec les Antifa, avec les Anars, avec Greenpeace, et tu as monté les Désobéissants. Les Désobéissants, c'est un collectif qui vise à transmettre des outils de résistance non violents et en même temps à fédérer les gens qui luttent pour améliorer les choses. Et du coup, on a un vivier de plusieurs dizaines de milliers de personnes en France qui sont passées par nos formations. Je dis nos formations parce qu'il y a à la fois la désobéissance civile et quelques autres outils de résistance non violents. Et qui se rendent des services quand il faut aller défendre une ZAD, quand il faut aller faire une opération anti-pub dans une ville, protéger des migrants, etc. etc. Donc c'est un C'est à la fois réseau, l'idée de convergence et l'idée de résistance non violente. et c'est un réseau qui a des spécificités dans son organisation. Donc la non-violence en baseline, vraiment en ligne en ligne de principe érigé comme une statue, c'est très important. Oui. Et avec un fonctionnement particulier, parce que même si tu es le fondateur, en fait, n'importe qui fait partie des désobéissants peut dire, voilà, j'ai une cause, il se passe ça dans ma région, et il y a des regroupements qui vont s'organiser, même si tu n'es pas forcément au courant. Il n'y a pas de centralisation ou de système pyramidal. C'est ça, c'est très horizontal. Très horizontal, d'accord. Donc on va voir avec toi un petit peu justement tout ce sujet sur la violence policière. Tu pourras en parler avec Beaumont, on connaît l'histoire de Traoré un petit peu. Tu pourras nous expliquer ton point de vue ou au moins les choses telles que toi tu les vois de cette ville. Et on a sur le chat quelques personnes déjà qui arrivent. Jeune Leg, Olive de Cade et quelques autres. Alors Olive de Cade, non, c'est pas un spécial Beat 'em Up, c'est une émission un peu plus sérieuse. Oui, il y a beaucoup d'activisme aussi dans la région rennaise. Alors justement, première question, est-ce qu'il y a des régions historiquement plus concernées par l'activisme ou l'engagement que d'autres en France ? Oui, évidemment, et la Bretagne, c'est évidemment un endroit assez béni de ce point de vue-là. Il y a d'autres régions aussi, l'Ardèche, les Cévennes, parce qu'on a eu un regroupement à un moment de ce qu'on a appelé les néo-ruraux, donc des populations qui ont quitté la ville parce qu'elles n'en pouvaient plus d'un mode de vie si éloigné de la nature. Et ces gens-là, en repeuplant un certain nombre de villages et de régions qui
qui étaient plus ou moins en déclin, eh bien, y ont introduit des problématiques, des enjeux, des luttes, des bagarres, d'abord pour réouvrir les services publics, les écoles, puis ensuite ou en parallèle pour développer le droit de vivre plus en harmonie avec la nature et donc un peu plus éloigné des permis de construire, des logiques de béton et autres. Et finalement, ces gens-là, tout naturellement, se mettent à défendre l'écologie et les plus fragiles dans leur région. On a Paris aussi, parce que Paris a toujours été la capitale du embrassage des idées. Donc oui, on a comme ça quelques régions un peu plus militantes que d'autres. Mais un peu partout, il y a des gens... Est-ce qu'il y a des spécialités par région? Est-ce que tu as des régions qui sont plus concernées par les problèmes d'environnement, d'autres par les problèmes sociaux? Est-ce que c'est assez mixte, c'est assez varié? Alors forcément ça dépend des époques et évidemment le profil de chaque région. On est dans un pays où on a spécialisé les territoires, donc la Bretagne dont je parlais tout à l'heure, elle a la pauvreté agricole, écologique, agricole, voilà, parce que l'agriculture a été catastrophique parce qu'on a fait le choix au niveau national de faire de la Bretagne le pays du cochon hors sol et d'un certain nombre d'autres pratiques agricoles et d'élevage catastrophiques. Et du coup, ça a pollué évidemment un environnement qui par ailleurs était remarquable et mobilisé un certain nombre de gens. Se greffe là-dessus, comme au Pays Basque, comme en Corse, comme dans quelques autres régions, des problématiques culturelles ou identitaires. Parce qu'il y a un vieux fond de traumatisme dans certaines régions qu'on a agrégé à l'État français par la force et donc par l'humiliation, par la violence, par un certain nombre de choses, des choses qui sont peu dites, qu'on sait mais qu'on ne met pas sur la place publique et qui produisent encore des effets aujourd'hui. Je suis souvent en Corse pour les questions de mafia, pour les questions écologiques et le traumatisme de la gestion un peu coloniale de cette île par le pouvoir jacobin, eh bien, continue, on le sait, de produire des effets qui sont problématiques. Toujours, voilà. il y a une d'accord. Comment t'es passé au début, tu as côtoyé un petit peu, on avait dit entre autres les antifas. Ils ne sont pas connus pour leur pacifisme. Ils existent. J'ai commencé par la violence. Oui, voilà. J'ai commencé par la violence. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait changer? Moi, j'ai un cousin qui est à la CNT. On parle régulièrement de son service d'ordre puisqu'il bosse dedans. Il s'est structuré. C'est un syndicat. C'est différent encore. Mais ils sont copains avec les antifas et d'autres groupes. Et quand on voit le fonctionnement, ils existent en opposition aux fascistes, les antifas typiquement, mais ils sont violents, ils ont des causes. Comment t'es passé de cette violence à la lutte non violente, érigée comme non violente? Pourquoi et comment? J'ai grandi dans un pays d'abord où on mythifie la violence, où on nous a parlé de la résistance au nazisme, donc à cette figure du pire, qui se serait faite principalement ou exclusivement avec le fusil, avec l'attentat, et qui serait la noblesse et l'honneur de notre pays. J'ai grandi avec d'autres mythes révolutionnaires, comme ceux de Che Guevara et de la décolonisation avec le fusil, et tout ça m'a fait tout naturellement rejoindre des mouvements qui, face à ce qui m'apparaît toujours comme le pire, le fascisme, décidaient de choisir la violence, parce qu'a priori, on ne leur avait parlé que de ce moyen-là dans les situations extrêmes pour se battre contre quelque chose de vraiment problématique. C'est ensuite seulement que j'ai découvert d'abord l'inefficacité de la violence face à des mouvements d'extrême droite qui, eux, comprenaient dans quelle mesure nous avions changé de société et dans quelle mesure la non-violence était aussi pour eux une arme. Résultat, quand avec mes amis antifascistes, nous allions sur des marchés pour chasser des militants du Front National en essayant de mobiliser les gens contre ces militants d'extrême droite, et bien c'est nous qui apparaissions comme des fascistes parce que nous étions habillés comme des gens prêts au combat et que nous apparaissions comme intolérants, etc. Donc j'ai compris d'abord l'inefficacité d'un mode d'action. J'ai été aussi étudiant à Assas, la faculté de droit de Paris. Ça doit aider quand on est de gauche. J'y suis allé exprès en fait. T'as fait ta thèse sur le GUD d'ailleurs, t'as fait ta thèse sur le GUD, je crois. Exactement, j'ai fait une thèse sur le GUD et j'ai cherché à aller sur un terrain qui paraissait à ma portée, c'est-à-dire suffisamment petit
que je puisse y produire des effets. Et tu Eh t'es pas bien, fait je suis casser la allé- gueule à Assas? Bah si, bien sûr, j'ai appris à courir vite, mais Ça vous fait j'ai un point surtout commun avec découvert- Brice, ça, du coup. Ah oui. J'ai surtout découvert que la violence dont ces militants du GUD, d'extrême droite violente, à Assas faisaient profession, eh bien, je n'aurais pas les moyens de leur opposer une contre-violence. Donc j'ai choisi la non-violence et en fait, je me suis aperçu qu'elle était une vraie arme parce que la direction de cette université, je vous parle des années 90, couvrait les exactions de l'extrême droite en prétextant qu'il ne s'agissait finalement que de violence entre étudiants, que ça se passait partout et que tous les étudiants en question étaient des extrémistes, tous à égalité responsables des exactions. La réalité, c'était pas ça du tout, c'était que nous étions systématiquement victimes de la violence de quelques dizaines de militants d'extrême droite qui régnaient sur une fac de 17 000 étudiants. Eh bien, en faisant clairement profession de non-violence, on a poussé à la faute les militants d'extrême droite, dont le niveau de violence a monté contre nous. Et en fait, nous avons réussi à agréger des forces qui, parce que nous étions non-violents, ont vu que nous étions bien les persécutés et non pas les persécuteurs. Et à un moment, tout ça a fait que le GUD a dû partir. En 5 ans, en fait, avec quelques amis, nous avons réussi à dégager le GUD d'Assas où il était depuis Oui. 50 ans, parce Oui, qu'en c'est fait, historique, avant lui, oui. c'était Occident, et avant Occident, c'était Jeune Nation. Ils avaient fait de cette fac leur bastion depuis plusieurs décennies. C'est d'ailleurs une question qui revient assez souvent, hein, qui est assez souvent posée en opposant militants antifascistes et militants d'extrême droite. On dit les deux sont le fascisme, et c'est vrai que pour les gens qui ne sont pas forcément politisés, la frontière est très fine. Alors, Brice, Je crois en fait que la plupart des gens intelligents, et malheureusement il y en a à l'extrême droite, ont compris qu'il fallait sortir les violents, et donc le FN a fait très tôt le ménage de ces skinheads dans les années 80. Les identitaires progressivement sont passés à des modes beaucoup plus spectaculaires, d'ailleurs ils se sont inspirés de quelques-uns de mes bouquins, en faisant des occupations de mosquées, vous savez, des choses qui étaient des provocations, qui étaient des happenings, on les a qui vus, n'étaient- on les qui a était vus. violent dans le message, mais plus violent dans l'action elle-même. On les a Violent vus dans là le pendant message. la manifestation, la dernière pour Adama à République, où Oui, ils ont mis leur voilà. bannière. Voilà, ils ont fait exactement ce qu'ont fait les antifascistes intelligents dans les années 90 avec Ralph Fron et quelques autres, de la banderole, de la provocation, ce que font aussi les Femen parfois, sur les événements publics du Front National Voilà, ou c'est ça. d'autres mouvements de l'extrême droite. Voilà, Donc, donc ils sont faudrait agrégés. il faut comprendre qu'en fait, on a changé de période historique et qu'aujourd'hui, la violence est rejetée par l'opinion publique. Donc, l'utiliser, parce que nous aurions encore dans la tête des vieux mythes, eh bien, c'est s'aliéner le soutien populaire. Et ça, on ne peut pas se le permettre. D'accord, bah écoute, c'est très clair comme postulat de départ. Alors, on nous demande sur le chat si les gilets jaunes sont morts. On en parlera plus tard, plus loin dans l'émission. On va y juste arriver. accueillir Christophe Agnès qui vient de nous rejoindre. Ah, merci. Christophe, Oui. content de te retrouver enfin. Désolé de mon retard. bah, J'étais bloqué. Bah écoute, merci, content que tu sois là. On a tout le matériau pour ta rubrique tout à l'heure. On a juste eu le temps de commencer légèrement l'émission. On en était aux présentations. Hein. Voilà, Brice, journaliste de terrain qui a suivi beaucoup de manifestations, s'est présenté. Et qui est toujours entier en fait. oui, qui est toujours entier, voilà. Et Xavier, tes conseils. et Xavier nous expliquait comment il était passé de la violence antifa à la lutte non violente, qui est une lutte plus moderne et plus pertinente. Voilà. Là, je pense que tout de suite, Steph, je vais te laisser la main avec Brice, justement pour poser vraiment cette idée de violence-non-violence. On va aller en manif avec toi, avec Brice, avec quelques vidéos. À vous de jouer tous les deux. Brice nous a gentiment transmis quelques vidéos qu'il a tournées depuis le cœur des manifestations. Alors, beaucoup les Gilets jaunes. Tu as suivi tout le mouvement des Gilets jaunes du premier au dernier épisode? Premier au dernier, oui. Il m'arrive Oui. encore de temps en temps aller voir quelques rassemblements, voir ce qui s'y passe, un petit peu jauger la température de ce qui se passe dans les têtes des derniers rescapés, que j'appellerais les derniers Mohicans. Oui, toujours présent. Je
D'accord. Et ce qui est intéressant dans les vidéos que tu nous as partagées, que tu nous as données, c'est qu'on voit effectivement la tension qui monte petit à petit. Alors, celle que tu nous as donnée, elle date de novembre 2019, donc c'est plutôt vers la fin du mouvement. C'était l'anniversaire tout pile des Gilets C'était le jaunes. 53e épisode, oui, je crois, c'est ça. Donc on est plutôt effectivement à la fin, au bout d'un an du mouvement, donc c'est vrai que les tensions sont presque devenues habituelles finalement entre les manifestants et les forces de l'ordre. Donc c'est vrai que dès qu'ils se retrouvent face à face, la température monte relativement vite, beaucoup plus vite qu'au début du mouvement. Mais ce qu'on va voir, alors si Seb, si tu peux. Ouais, diffuser alors peut-être toutes la les première vidéos, elles ont tout le son, donc on y va, elles sont courtes. Elles sont courtes, ouais. Vidéo et Tu après nous expliqueras après retour plateau tu nous expliqueras virtuel. après Ouais. le contexte. Donc première vidéo, on voit des gens qui essayent de sortir d'une manif et ça marche pas. Donc là, on était place d'Italie, c'était donc pour l'anniversaire des Gilets jaunes. En fait, la manifestation avait été interdite Donnez une peu avant son sortie départ par le Didier Lallemand. Et donc du coup, donc il y avait plusieurs milliers de manifestants qui étaient rassemblés sur la place d'Italie. Et puis à l'annonce de l'annulation de la manifestation, eh bien, il y a eu beaucoup de tirs de grenades lacrymogènes. Et donc les manifestants qui voulaient sortir, en fait, se sont retrouvés nassés. Sur la place d'Italie. Et donc, en fait, on se retrouve face à une réalité assez comment dire, particulière, puisque c'est la salle de commandement. C'est comme ça, monsieur. Alexis, viens. Disant, voilà, Alexis, vous n'avez pas interdit. Bah ouais, mais vous interdisez pas. Ça c'est beau, ça, il faut qu'on les filme alors. On va filmer comme quoi c'est eux qui nous interdisent de sortir de la manif. Vous voulez sortir de la manif? On voulait sortir de la manif, ils veulent pas nous laisser. Vous trouvez ça normal? C'est ça, Sérieux? une punition. Ils sont pour la violence finalement. Ils Viennent pour la violence, Ils sont effectivement parce que le dispositif des forces de l'ordre, je pense qu'il est prévu effectivement pour éviter les dispersions, mais du coup les gens, même ceux qui voudraient ne pas rester dans la manif pour éviter tout problème, finalement restent coincés à l'intérieur. Ils restent coincés, et puis surtout, au début, vous avez 2-3 individus qui discutent avec des policiers, et puis au final, vous vous retrouvez avec un attroupement autour du cordon de sécurité qui encadre l'issue. Et donc là, évidemment, la tension monte, et puis forcément, vous pouvez avoir quelques projectiles qui volent, parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de... Et puis aussi, il faut reconnaître que à ce moment-là, il y a un an, les moyens en termes techniques dont disposait la police et la gendarmerie, en termes de sommation, en termes de haut-parleurs, c'était ridicule par rapport à l'envergure du mouvement. C'est-à-dire quand vous avez plusieurs milliers de personnes, il faut faire transmettre le message. Là, à part un tweet de la préfecture de police, il n'y a eu absolument rien. Il n'y a pas de haut-parleurs comme en Allemagne qui disent attention, on va disperser la foule en fait. Il n'y a pas de prévention. Alors là, depuis quelques semaines, on commence à le voir, notamment par exemple sur la dernière manifestation des sans-papiers et aussi plus récemment donc la manif concernant Adama Traoré qui avait eu lieu à la République, où là donc le commissaire tient un gros porte-voix très très lourd, donc il enregistre sa phrase et la diffuse. Mais je veux dire, ça c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu pendant le mouvement des Gilets jaunes par exemple. C'est des messages qui peuvent être transmis d'un bout à l'autre de la manif, parce que ça s'étend sur plusieurs centaines de mètres en général, voire plusieurs kilomètres parfois une manif. Compliqué, hein. Compliqué. Ouais, c'est ça, il n'y a pas les moyens techniques, simplement matériels de donner des consignes finalement à tout le monde. Non, clairement pas. Alors, toi qui le vois de l'intérieur, donc tu sens à chaque fois les tensions qui commencent à monter. Tu dois avoir l'habitude maintenant, tu dois commencer à avoir l'habitude. Tu te dis, oulala, là je sens que ça commence à chauffer. Dès qu'une nasse se c'est un peu forme, plus calme. Dès qu'une nasse se forme, c'est. Alors, une nasse, on va juste rappeler ce que c'est rapidement. Une nasse, c'est par exemple quand vous avez des manifestants sur une place, vous allez avoir 3-4 issues possibles. Donc, la technique de la nasse, c'est de fermer le périmètre et normalement de laisser une sortie disponible pour mener à la dispersion cette foule dans de bonnes conditions. Ça, c'est la théorie. La pratique, elle est souvent différente parce que voilà, oui, on dit on va faire une nasse, c'est pour ensuite sécuriser, vous faire partir au compte-gouttes, etc.
Sauf que souvent, pendant ces NAS, on se retrouve avec des usages totalement disproportionnés de gaz lacrymogène et ça excite une foule. Et évidemment, à partir de là, c'est terminé. C'est ça, les gens veulent Alors, partir au courant et s'ils sont bloqués, effectivement, ça craint. Hein. Moi, je voudrais qu'on regarde une vidéo et tu vas je l'ai montrée à mon fils et je te laisse la commenter en même temps. C'était une manif là pour... C'était le premier rassemblement antiraciste après la mort de George Floyd et donc du coup qui avait été organisé par le collectif La Vérité pour Adama. Ouais. Et après qui réclamait voilà. Alors moi quand j'ai montré cette vidéo à mon fils de 10 ans, il me fait les pauvres policiers, ils ont rien demandé, il y a la foule qui leur marche dessus et ils se prennent plein de trucs dans la gueule, ils sont courageux de pas répondre. Spontanément, en n'étant pas dans le contexte. Ce ne sont pas des policiers. Attention, ce sont des gendarmes mobiles. Ce qui est assez Oui, mais c'est pas une raison pour qu'ils s'en prennent plus dans la gueule qu'un policier. Voilà, mais alors en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que donc il y a eu tout le monde était rassemblé au pied du tribunal, donc c'était au niveau de la place de Clichy, la porte de Clichy, pardon, et donc il y a eu à peu près, je crois, 20-30 000 manifestants. Et donc, au moment de la dispersion, évidemment, vous avez une foule considérable que vous devez évacuer. Donc là, les ordres, clairement, la gendarmerie nationale donc, a fermé l'avenue de Clichy et, pour permettre une évacuation au compte-gouttes. Ouais. Sauf que quand vous avez plusieurs centaines de jeunes, même là on était sur plusieurs milliers parce que ça allait jusqu'au tribunal, qui font nez à nez pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, presque une heure nez à nez avec les forces de l'ordre, et ben, c'est ce que j'appelle la stratégie de la tension, malheureusement. Parce qu'il n'y a aucun dialogue. Enfin, au début, on était sur des discussions assez courtoises. Voilà, les policiers à genoux, il y avait des images assez sympas. Mais puis au bout d'un moment, quand les gens se retrouvent nez à nez avec le bouclier, avec des gens qui poussent, la tension elle monte. Oui, mais là, moi, ce que je vois sur cette vidéo, c'est que les flics restent objectivement, hein, si je suis objectif. Je vois des flics qui restent stoïques et des mecs agressifs. On l'entend pas sur cette séquence, mais donc les sommations qui avaient été faites par la gendarmerie nationale, c'était même pas première sommation, on va faire usage de la force. C'était gendarmerie nationale, arrêtez de jeter des projectiles, s'il vous plaît. Ouais. Et quand on voit l'image là à la fin, les mecs, il n'y a pas que des manifestants en première ligne quand même. On est d'accord. Bien sûr. Et les flics dans ce cadre-là restent plus. Comment ça, des manifestants en première ligne? Je veux dire, les mecs qui sont cagoulés, etc. Tu sens qu'ils veulent en découdre quand même là. J'ai pas vu beaucoup de mecs cagoulés, j'ai vu des gens masqués avec un masque de protection, mais j'ai pas vu beaucoup de personnes cagoulées. Ça devient un peu l'équipement obligatoire en manif aujourd'hui. Ouais, alors justement, Xavier, l'équipement obligatoire en manif a évolué avec le temps alors? Même si on est un manifestant pacifiste, il faut se préparer à s'en prendre plein la gueule. Alors oui, c'est clair qu'on a... Il y a plusieurs choses à avoir en tête. D'abord, Michel Alliot-Marie avait pondu une circulaire qui interdit toujours de se masquer d'une façon ou d'une autre en manifestation. Donc le contexte, c'est qu'on n'a pas le droit de protéger son visage parce qu'à partir du moment où on met un casque, c'est considéré comme une tentative de le masquer et de se masquer et en même temps de se préparer à un combat qui évidemment n'est pas censé être légitime à partir du moment où on vient manifester pacifiquement. Et pourtant, en face, on a changé de doctrine policière, on est passé autrefois, avant Macron, en gros, à la monstration de la force, c'est-à-dire qu'on montre des effectifs colossaux de police pour dissuader le moindre affrontement et veiller surtout à ce qu'il ne se produise pas. Avec le mouvement des Gilets jaunes, où cette stratégie-là n'a pas du tout suffi à enrayer la progression d'un mouvement social qu'on peut qualifier de révolutionnaire, en tout cas qui en avait une vraie dimension, le Macron a été peut-être obligé de changer de doctrine, mais il est passé à une doctrine d'usage de la force policière qui est bien plus brutale, bien plus violente, bien plus illégitime, qui a consisté à essayer de terroriser les manifestants pour que, au lieu d'avoir de plus en plus de gens d'un acte gilet jaune à un autre, eh bien, il y en est de moins en moins. Ça a marché, d'ailleurs, mais c'est une stratégie épouvantable parce qu'elle se traduit évidemment par des mutilations, par des traumatismes qui peuvent être aussi... Oui, les personnes éborgnées, on peut en parler, mais voilà, c'est une réalité. Quand on est éborgné, c'est un mauvais tir. Logique qui est d'emploi de la force la plus brute. Et pour ça, il ne suffit pas de changer une doctrine policière. Il faut
non seulement convaincre les policiers de suivre une stratégie qui les expose en premier lieu, parce que c'est bien eux qui vont aller frapper, donc prendre le risque de l'être en retour. Et puis, il faut aussi convaincre l'opinion publique. Donc, il ne suffit pas juste qu'un Macron décide « Ah là, ça ne marche plus, il faut qu'on change, il faut qu'on leur rentre dedans ». Il faut créer les conditions qui rendent cette évolution possible. Et pour ça, il faut provoquer des gestes violents de la part des manifestants qui vont, après exploitation médiatique et effet grossissant des loupes, rendre légitime en retour la violence policière. Et vraiment, les Gilets jaunes ont été... On a perdu le son. On perd la fin du son de Xavier, oui. On ne t'entend plus du tout, Xavier. Ah, c'est revenu, vas-y. Ce mouvement a été éminemment non violent à partir du 17 novembre, j'en faisais partie dès le premier acte. Au contraire, on était dans une sorte de fraternisation, de main tendue aux gendarmes, aux policiers, aux riches, aux pauvres. Enfin, vraiment l'idée de faire nation française autour de la dénonciation d'un certain nombre de problèmes. Là, tu parles des gilets jaunes des ronds-points ou des gilets jaunes qu'on voyait déjà manifester à Paris? Ou pour toi, c'est les mêmes? C'est un peu... ouais, moi, j'ai l'impression que c'est pas exactement tout à fait les mêmes choses, en fait. Alors, au départ, le mouvement des Gilets jaunes, ce sont les ronds-points, comme on le sait. Très vite, c'est devenu en parallèle... Et là, c'était très pacifique, ça passait très bien. Là. Sur les ronds-points, ça se passait très bien. Il n'y a pas eu la moindre violence, je crois, sur les ronds-points. À part un ou deux accidents, on s'en souvient, mais il n'y a pas de violence volontaire, en tout cas. L'État a décidé de leur rouler dessus, enfin, je n'ai pas peur du terme, puisqu'ils sont passés avec du matériel pour déblayer les travaux, pour écraser les cabanes sur les ronds-points. C'est venu un peu plus tard parce que les premiers accidents étaient surtout du fait d'automobilistes qui avaient peur. Des gens qui étaient un peu exaspérés. Voilà, nous on le sait, on le fait tout le temps de faire des blocages. On sait que ça provoque de l'exaspération chez une toute petite partie des gens qu'on va embêter. Et ces gens-là, il faut absolument prévoir un dispositif qui les gère, sinon ils font une bêtise. Et cette bêtise se traduit par une violence contre nous et donc par un accident assez grave. Les Gilets jaunes ont très vite compris d'ailleurs que bloquer complètement une circulation, c'était plutôt stupide puisqu'on se mettait à dos les gens normaux que l'on cherchait à convaincre. Contre-productif. Voilà, assez vite on est passé à des blocages filtrants et ce qui permettait de gérer beaucoup mieux l'opinion publique. Mais il faut bien noter que ce mouvement social au départ était extrêmement pacifique et a tout compris de la logique de tendre la main et de ne surtout pas tomber dans le piège de la violence. Le vrai moment de basculement, c'est le samedi à Paris, quand autour de l'Arc de Triomphe se produisent des violences. Et là, on le sait, il y a des gilets jaunes qui protègent l'Arc de Triomphe et en particulier la flamme du soldat inconnu et des apparemment gilets jaunes qui cassent différents symboles et essaient de provoquer la bagarre avec la police. Et côté policier, vraisemblablement aussi des provocations qui visent aussi à déclencher cette violence. En tout cas, cette violence a lieu. Je sais que dans les gens qu'on va arrêter en gilets jaunes responsables de ces violences, il y a un procès qui a lieu quelques mois ou semaines plus tard, je ne sais plus. On va s'apercevoir que bizarrement, certains sont du GUD. Donc, vous vous rappeliez au départ que j'ai fait sur le GUD. Et en fait, le GUD, on les retrouve souvent à essayer de discréditer des mouvements sociaux en leur faisant faire des choses pas bien, casser, des choses comme ça. Alors, il y avait peut-être une jonction extrême gauche, extrême droite de la rue qui se sont retrouvés à certains moments. C'est pas une jonction, parce qu'une jonction, ça veut dire que les deux camps vont venir être main de la main, alors que ça n'a pas été du tout. Ils se sont partagés le territoire. Non, on a vu les bagarres, par exemple, je pense par exemple à Ivan Benedetti. Oui, il a pris cher, mais il y a des moments où ils étaient tous les deux en train de s'occuper de leur bout de rue et après ils se retrouvaient, ils se tapaient entre eux. Mais il y a eu les deux côtés à un moment donné qui se sont retrouvés. En tout cas, à l'Arc de Triomphe, pas une jonction, plutôt une concurrence. Oui, une concurrence, t'as raison. Oui, une concurrence, une compétition, une saine émulation. Une exaltation commune, il faut le dire. Exaltation. La violence, c'est exaltant.
péter une vitrine, on a l'impression de prendre un risque, de faire la guerre et en plus de changer l'histoire. Ce qui est complètement ridicule, mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment ressentir quand on est dedans. On court, on a peur et ça fait de l'adrénaline. C'est un truc un peu mec, un peu jeune qui cherche son identité d'adulte mâle. En tout cas, ça fait des effets, ça produit des effets et de ce point de vue-là, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, on peut trouver des exaltations semblables. Et puis, de la part de tout un tas de gens qui sont en colère, qui ne connaissent pas l'éventail des possibilités de réaction et qui vont là aussi se dire, bon, bah voilà, c'est le moment, allons-y, on fonce, il y en a marre, et la colère se mue en violence. En tout cas, à partir du moment où l'Arc de Triomphe se produit, où la casse et la bagarre avec la police se produit, elle va être surexploitée médiatiquement. CNews, BFM, etc. vont le passer en boucle. Oui. À chaque émission et à chaque intervention Gilets jaunes pour faire rentrer dans la tête des gens que ça y est, les Gilets jaunes sont devenus un mouvement violent. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à voir le soutien populaire décliner. On va voir des Gilets jaunes commencer à se retirer des tableaux de bord. Et de l'autre côté, la police va recevoir l'ordre d'y aller franchement. Et ça va marcher chez les policiers parce qu'encore une fois, il ne suffit pas de donner l'ordre d'être brutal pour que les policiers le soient. Ce sont des êtres humains comme les autres. Donc, ils ont besoin en plus d'y croire, entre guillemets, à l'ordre qu'on leur donne. Et ils vont devenir violents parce qu'on va leur montrer des images de Gilets jaunes s'affrontant avec des policiers. On va leur raconter des histoires véridiques de policiers blessés. Et à un moment, il va y avoir la fin de toute fraternisation possible. Et partout en France, pas seulement dans les actes parisiens, une logique de confrontation, au moins côté police, et dans un certain nombre de groupes de Gilets jaunes qui vont se dire, bah regardez, la police, elle a fait ça, donc on lui fait ça, etc. Et là, ça va être groupe contre groupe. Et ça va en être fini de la dynamique du mouvement. Est-ce que, Xavier, c'est une bonne analyse Pardon, vas-y Brice, moi non plus, mais Brice avait une question et je pense qu'après tu vas parler et moi aussi, en effet, ça va être intéressant. Brice, tu avais un truc à dire? Alors, c'était pas vraiment une question, mais c'est vrai que l'État, en fait, a renvoyé dos à dos policiers et manifestants. La finalité, elle était claire, c'est stop, on empêche cette fraternisation, comme le disait Xavier, et à partir de là, effectivement, donc tous les week-ends, on a assisté, voilà, à peine le rassemblement était formé, il y avait un petit cordon de policiers qui arrivait, ça y est, c'était directement, on va vers les policiers, on cherche même plus à manifester, à chanter nos slogans, c'est rapport de force avec la police. Ça, c'est véridique. Ouais, puis la police venait aussi en force. La police venait aussi en force, mais parce que le mouvement, on commençait déjà à parler du Black Bloc à ce moment-là. Le mouvement commençait à être aussi un petit peu noyauté justement par une bande, on va dire, de meneurs qui faisaient squattaient, qui faisaient son nid dans la manif en fait. Oui. Voilà, qui venaient squatter la manif et qui venaient foutre le bordel. Il n'y a pas d'autre mot dans la manif, qui venaient faire. Voilà, je suis pas trop d'accord là-dessus parce que surtout à Paris, ça. Je parle de Paris, oui. Parce qu'on parle du Black Bloc qui vient parasiter une manifestation, ou alors j'ai entendu par exemple la dernière fois une intervention à BFM TV, le Black Bloc, les Black Blocs, même si ça n'existe pas, ne sont pas des manifestants. Je veux dire, si, le Black Bloc, c'est une technique de manifestation, c'est une technique revendicative, c'est la revendication par la violence. Le Black Bloc, je veux dire, la personne qui s'habille en noir, c'est un manifestant. On ne sait pas qui est derrière. Ça peut être un étudiant, ça peut être un syndiqué, ça peut être un professeur non syndiqué, ça peut être tout. Un individu qui adhère au Black Bloc, ça peut être monsieur et madame tout le monde, vraiment. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec cette différenciation manifestant Black Bloc. Je veux dire, quelqu'un du Black Bloc reste un manifestant. Xavier, non, ça c'est très intéressant de dire que le Black Bloc fait partie de la manifestation. Xavier, est-ce que tu serais d'accord à propos des Gilets jaunes de faire une distinction, en effet, entre les Gilets jaunes qui sont les Gilets jaunes des ronds-points, qui avaient finalement, qui retrouvaient un prénom? Pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que la caissière, les gens étaient anonymes dans ces campagnes qui devenaient des déserts. Et ils retrouvaient avec le barbecue, en se retrouvant le soir avec une vie, de nouveau ils existaient, ils avaient un prénom, ils n'étaient plus chez eux des anonymes.
il y avait ça d'un côté où ils avaient des projets probablement plein de naïveté, de candeur, parce que quand ils ont reçu le mec du RIC, qui était un peu particulier, quand ils ont beaucoup écouté Maxime Nicole qui disait que l'Alsace allait être donnée à l'Allemagne, ou des choses comme ça, mais ils avaient, ils avaient la pureté de la candeur du début, on va dire, de l'éveil à la politique. Pour les ronds-points, et de l'autre côté, il y avait des Maxime Nicole ou des Drouet qui cherchaient la confrontation, qui cherchaient à foutre la merde avec les flics dans la rue, à Paris, je parle. Paris étant spécifique. Est-ce que ce résumé-là, tu pourrais l'accepter? C'est une question. Hein. C'est une caricature, mais pour moi, il y a vraiment deux mouvements dans les Gilets jaunes. Il y a les Gilets jaunes des ronds-points et les Gilets jaunes des manifs, de Paris spécifiquement, qui n'avaient rien à voir avec le restant. Alors, je ne suis pas sûr que les gens aient été différents du samedi au rond-point. C'est plutôt que certains qui travaillaient notamment ne pouvaient manifester que le samedi et que le fait de se rassembler à Paris, c'était déjà un piège. C'est-à-dire que ce n'est pas à Paris où toutes les forces de l'ordre vous attendent que vous pouvez espérer paralyser un pouvoir, comme au contraire le faisaient les occupations d'entrepôts, de zones économiques, de zones marchandes et de certains ronds-points partout ailleurs. La force du mouvement, ça a été son caractère décentralisé, et sa faiblesse, ou le piège, ça a été d'essayer au contraire de refaire le truc que font tous les syndicats. Allez, on monte à Paris, on essaie d'être nombreux à Paris. Comme s'il y avait un chiffre magique à atteindre pour transformer les choses. Et là, évidemment, la frustration, elle est très forte. Vous allez à Paris, vous passez devant des foules indifférentes au milieu de magasins, et à un moment, vous arrivez à proximité d'un lieu de pouvoir, et bien sûr, la police vous en interdit l'accès. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour ne pas avoir perdu votre temps? Essayez de passer. Et là, confrontation sur un terrain où les forces de l'ordre sont hyper entraînées, hyper formées, ont l'habitude d'agir, et où, du coup, côté manifestant, seuls ceux qui se préparent à cette confrontation peuvent se permettre de la jouer. D'où les Black Blocs. Je ne suis pas complètement d'accord sur le fait de dire que c'est tout le monde. Il y a un effet d'entraînement qui fait que les militants de l'autonomie, parce que c'était ça leur nom technique, entraînent des gens ordinaires dans parfois leur volonté de confrontation. Je parlais tout à l'heure de la colère qui peut amener forcément l'envie d'en découdre, mais on parle bien de groupes organisés, de gens qui sont anarchistes pro-violence, c'est-à-dire une minorité du mouvement anarchiste, mais qui existe depuis plus d'un siècle, et qui s'est appelé à partir des années 70 l'autonomie, et les autonomes. Et ces gens-là se préparent par petits groupes qu'on appelle affinitaires, avec un certain nombre d'équipements. Ils n'arrivent pas sur une manif vierge de toute intention, et tout d'un coup ils se disent « Oh tiens, on va faire une stratégie qui s'appelle le Black Bloc, j'ai vu ça dans le manuel et on y va ». Non, ce sont des gens qui cherchent, qui sont convaincus que de l'émeute peut naître la révolution. Donc il s'agit de transformer un mouvement social, quel qu'il soit, dès lors que la cause leur semble juste, pacifique, en émeute, dans l'espoir que de l'émeute, avec le cycle provocation-répression, parce que l'émeute, évidemment, le pouvoir y répond avec la main lourde. Résultat, il touche beaucoup plus de gens que les seuls qui ont provoqué l'affrontement. Et derrière, on a un effet solidarité qui peut, selon eux, déclencher un mouvement révolutionnaire. Moi, j'y crois pas. Eux, ils y croient. Et résultat, je crois qu'au contraire, ils ont un effet contre-productif. Je comprends. Est-ce que pour toi, les Gilets jaunes sont morts aujourd'hui, Xavier? Alors, je crois que le symbole gilet jaune est mort. Je crois que l'espoir né à ce moment-là est toujours vivant. C'est-à-dire que le symbole gilet jaune, donc le symbole du gilet jaune, a perdu trop de crédit dans l'opinion publique à cause de son association à la violence. Et c'est pas juste une croyance. Encore une fois, j'étais gilet jaune de la première heure. J'ai créé un groupe gilet jaune dans ma ville. Aujourd'hui, je ne peux plus porter un gilet jaune parce que automatiquement, ça me coupe du reste de la population de ma ville, qui au début, à plus de 70%, comme partout ailleurs, avait de la sympathie profonde et du soutien même, oui. Aujourd'hui, si je mets, ou les dernières fois où j'ai mis le symbole gilet jaune sur moi ou sur la voiture, etc., il a fallu que j'explique sans arrêt à des gens en quoi moi, gilet jaune, je n'étais pas pour la violence, je n'étais pas à tout casser, etc. Donc le truc est perdu, parce que le gilet jaune aujourd'hui, c'était à l'époque, enfin au départ,
c'était un formidable outil de fraternisation et d'abord donc de dialogue. Oui, Comme tu totalement. disais, Non, non, sur mais les ronds-points, je suis on d'accord. retrouvait un Après, prénom, pour on moi, retrouvait si une tu veux, famille. il n'y a pas juste. Aujourd'hui, c'est un mur. Pour moi, il n'y a pas juste ce Donc, il côté. faut changer de symbole. Totalement. Après, c'était deux réflexions pour moi. Les Gilets jaunes, c'était fantastique parce qu'ils ont été des pros du marketing sans en avoir conscience. Cet objet qu'on a été obligé d'acheter, qu'on était obligé d'avoir dans sa bagnole, ils l'ont utilisé et retourné contre l'État. Et là, c'était un coup de génie parce je que rêverais c'était d'utiliser minimaliste. C'était fantastique. Tout le monde en avait un, donc tout le monde pouvait s'identifier. Après, pour moi, ils ont contribué à se décrédibiliser aussi avec justement, hélas, peut-être les propos des Maxime Nicole et des gens comme ça. C'est une interprétation. J'ai passé beaucoup de temps sur sa chaîne à regarder ce qu'il racontait et j'avais pas l'esprit du rond-point. Voilà. Puis, on n'a pas du tout encore entendu Christophe. Sur les Gilets jaunes, Christophe, ton regard? Non, je suis très intéressé par tout ce qui se disait. Je suis assez d'accord avec une partie des analyses. On perd Christophe. Au début, à la fin, au début, c'était très calme. Oui. C'était blocage. Vous m'entendez? Oui, oui, ça y est, c'est revenu. Ouais, le début, c'était effectivement calme. Donc, à Toulouse, enfin, en tout cas, dans les environs de Toulouse, c'était calme. Mais dans le centre de Toulouse, j'ai plus vu des gens qui cherchaient la confrontation, qui ne cherchaient pas la manifestation. J'ai vu beaucoup de... Et après, parfois, à la fin, quand c'était au bout de la 15e, 20e semaine, c'était juste des petits groupes. Et je les entendais quand je passais dans Toulouse. Moi, je n'habite pas dans Toulouse, mais à côté. Et parfois, évidemment, le samedi, j'avais besoin d'y aller. Et j'entendais, ils cherchaient où étaient les flics pour les retrouver. Donc, c'était une quête de baston, quoi. Bon. Et après, je suis d'accord que c'est dommage parce que au départ, c'était pas du tout ça. Il y avait un symbole qui était intéressant. Après, j'ai vu les images que tu as passées de gendarmes qui se faisaient allumer. Moi, je trouve effectivement que le problème, c'est que ces gendarmes, il y a une bonne formule. Un jour, c'était des smicards qui tapaient sur d'autres smicards. C'est-à-dire qu'on avait quand même un truc où ils faisaient leur boulot et c'est pas facile. Il se trouve que moi, là, maintenant, je suis un peu. Il se trouve que j'ai 2 neveux qui sont gendarmes. Alors ça me fait bizarre. Mais je peux juste vous dire que ce que j'ai vu, c'est que voilà, il se trouve que j'en ai 2, dont un est au GIGN. Oui. C'est-à-dire que si jamais ils faisaient vraiment ce qu'ils savent faire, les manifs, ça ne durerait pas longtemps. Donc les mecs se contiennent énormément. Oui, alors c'était justement une question que je voulais poser. On parle de violence policière, on a parlé des Gilets jaunes, mais ça a commencé avant, avec quelques années avant les manifs du 1er mai. Pour tout le monde, est-ce que les flics sont plus violents aujourd'hui qu'avant? Moi, j'ai le sentiment que non. Il y a eu énormément de bavures, mais j'ai l'impression que globalement, ils se retiennent. L'équipement a évolué aussi, hein. Ça aide. Alors Brice, vas-y. Si je peux rebondir là-dessus. Oui, tout le monde peut rebondir et doit rebondir, oui. Maintenant, le policier de maintenant n'est pas plus violent qu'il y a 15 ans. Mais le policier de maintenant, il est équipé de GMD, qui est des groupes explosifs, de GM2L, qui sont des déconnades sonores qui peuvent vous faire perdre l'ouïe. Ils sont équipés de grenades lacrymogènes, ils sont équipés de LBD, ils sont équipés de matraques télescopiques, ils ont quand même un arsenal de guerre. Ouais, c'est clair que c'est pas la même chose que la matraque en caoutchouc d'il y a 20 ans, quoi. Oui, mais la matraque en caoutchouc d'il y a 20 ans, mais 68, d'ailleurs, c'est pas en 20 ans, 68, c'est il y a 60 ans, mais ils l'utilisaient de manière beaucoup plus forte, probablement que ce que c'est utilisé aujourd'hui dans les manifs. Je dédouane pas, c'est une question. Donc pour toi, Brice, le simple arsenal fait que non, les flics sont plus violents aujourd'hui. Moi, Ils sont plus violents ou moins violents, mais disons ils sont dotés d'armes qui mutilent, qui peuvent tuer. Donc évidemment, par exemple, moi je vais vous dire quelque chose. C'était la manifestation des soignants il y a 2 semaines. Donc il y a eu ces affrontements. Mais je veux dire, quand on se retrouve au milieu d'un nuage de gaz lacrymogène, qu'on ne voit absolument rien du tout, même le policier qui est en face de vous ne voit absolument rien du tout et qui tire quand même avec son lanceur de balles de défense ou qui vous envoie une GMD, c'est une grenade désencerclante avec des projectiles à l'intérieur. Je veux dire, quand on jette ça à l'aveugle, ça peut être dramatique, quoi. Oui, totalement. Donc, oui, pour moi, enfin, je veux dire, la graduation en armement fait que je dis que la police est plus violente qu'avant. Après, dire plus violente, ça dépend, parce que c'est compliqué à quantifier la violence, comme le disait Mathieu Rigous, qui est quand même quelqu'un
d'assez calé là-dessus. Je veux dire, par exemple, pendant les manifestations viticoles dans les années 70 dans le Languedoc, ça tirait au fusil de chasse. Je veux dire, enfin, donc c'est pour ça que c'est compliqué à graduer. Voilà. Je veux dire, on a une vision différente de la violence au niveau c'est générationnel, je pense. Oui, Non, il y a totalement. quand même quelque chose Christophe. d'objectif. Ouais. Il y a quelque chose Xavier, pardon, oui. d'objectif, c'est que la police fait infiniment moins de morts aujourd'hui que dans les années 50, 60 et 70. Les années 80 ont été une parenthèse un peu miraculeuse parce que le début des années 80, précisons, quand Mitterrand arrive au pouvoir, il y a clairement une baisse très forte de la violence policière, du nombre de morts, etc. Et ensuite, on passe à la doctrine du zéro mort, consistant précisément, comme son nom l'indique, à ne plus faire de morts. Ça, c'est juste au lendemain de Malik Oussekine, qui fait un peu, c'est un drame abominable en 86, mais ça fait l'exception de la nouvelle période. C'est-à-dire que jusque dans les années 70, il y a régulièrement des morts dans les manifestations et c'est toujours des policiers qui tuent des manifestants. Pensez évidemment à octobre 61, c'est évidemment emblématique, mais il y a quand même près de 200 Algériens qui sont balancés dans la Seine. Pensez à Charonne, quasiment au même moment, où on écrase délibérément des manifestants dans une station de métro. Et bien sûr, je ne parle pas des manifs de 47, 48 et des années 50 qui sont très violentes. Maurice Rachfus, qui vient de décéder malheureusement, grand historien des violences policières, parce qu'il en a fait le recensement systématique en lisant toute la presse quotidienne, régionale, partout où des faits divers impliquent des policiers, des affaires, etc. Il montrait que les années 70 ont été un pic du point de vue de la violence policière, avec énormément de morts, de mutilés, etc. Pourtant, les équipements étaient bien moindres qu'aujourd'hui. Ce qui change aujourd'hui, c'est d'abord qu'on était passé du zéro mort, et donc quand il y a zéro mort et que de temps en temps il y a un mort, évidemment ça provoque beaucoup plus de bruit que quand on est quelque part dans une sorte de récurrence des morts, qu'ensuite aujourd'hui on est dans des sociétés infiniment moins brutales, on n'est plus censé taper nos enfants, on n'est plus censé taper nos chiens, nos chats. Et sa femme non plus, on n'a pas le droit, c'est mal vu, oui. Voilà, et donc les violences sont de moins en moins acceptées et acceptables, et tant mieux, ce qui fait que du coup il y a un effet grossissant sur la moindre violence. Et puis, un autre truc qui a changé, c'est qu'évidemment, les violences, elles produisent de l'image aujourd'hui. Les Algériens dans la Seine, on a une vague photo, et puis c'est tout. Et Charonne, on a là aussi une photo, et c'est tout. Aujourd'hui, vous avez... Une infirmière qui se fait attraper par les cheveux et qui finit avec 3 bleus, ça tourne aux 20 heures, même si elle a balancé des pavés avant. Voilà. Oui, et c'est un Oui. progrès. Des cailloux, oui, non, mais on va pas discuter de la taille du caillou. Il y a beaucoup moins de violences policières, mais il y en a encore beaucoup trop, parce que le but du jeu, c'est qu'il n'y en ait plus. On parle bien de violences illégitimes. Oui, puisque rétablissons quand même un truc de base, en effet, c'est qu'un flic est censé rétablir l'ordre, mais n'est pas utiliser la force de manière proportionnée, il n'est pas censé faire justice. La justice est le privilège de la justice. Voilà, c'est la base, en effet. Mais donc, l'humain peut à un moment donné péter un câble, mais ce n'est pas excusable à partir du moment où il a son uniforme. Ça peut expliquer, mais ça n'excuse pas. Et il faut dire que les manifestants sont aussi infiniment moins violents que par le passé. Les années 70, le grand moment de l'autonomie ouvrière avec Longue Vie et autres, on a effectivement de l'armement, de l'armement côté manifestant. Moi, je te coupe. Mon grand-père maternel m'expliquait qu'à l'usine, il était magasinier au Bourget. Il me disait qu'il y avait un prêtre ouvrier qui leur filait des billes d'acier pour aller manifester. Ah bah oui, les billes d'acier avec le lance-pierre, ça c'était vraiment très commun. Et c'était le prêtre ouvrier qui filait ça. C'était le prêtre ouvrier qui filait les lance-pierres et les billes d'acier. Donc, en effet, les manifestants, eux aussi... mais elles étaient bénies, attention. Hein. Elles étaient bénies, et peut-être en argent. Christophe, pour toi, les violences plus, moins, armement, pas d'armement, ton regard sur ça? Il y en a moins, mais il y a deux choses importantes. D'abord, c'est qu'on voit que la violence aussi varie en fonction du niveau de formation des policiers. C'est-à-dire qu'il y a des policiers qui sont formés, d'autres qui ne sont pas formés. Il y en a des policiers qui obéissent aux ordres, d'autres qui n'obéissent pas aux ordres. Donc aussi, on parle souvent d'individus qui sont plus violents dans un groupe. Quand il y a 150 policiers, il peut arriver qu'il y en ait une dizaine qui déconnent en grand, quoi. Ouais. C'est évidemment parce que c'est pas forcément tous les policiers qui sont violents, c'est parfois quelques individus, et puis parfois c'est les ordres. C'est-à-dire que il y a une question de doctrine, quoi.
on voit des gens qui font tout, je parle des commissaires ou des préfets de police qui font tout pour éviter la violence, et d'autres qui l'utilisent. Donc, et les policiers, encore plus quand c'est les gendarmes qui obéissent aux ordres, ce sont les militaires, on leur dit faites ça, ils le font. Donc il y a un problème de management, de direction, donc les violences parfois varient énormément d'une ville à l'autre en fonction de la direction policière qui est en charge. Et après, il y a une question de formation, c'est-à-dire que généralement, les gendarmes sont plus formés et plus habitués que les policiers, et ils sont plus habitués à tenir leur nerfs souvent que les policiers. Il y a plus de dérapages souvent avec la police nationale qu'avec les gendarmes qui sont des militaires. Ils sont censés en effet être plus... Ils ont une tendance à être plus respecter les ordres et le règlement. Donc, mais je suis d'accord que globalement, il y en a moins qu'avant, mais elle est plus spectaculaire. Et plus effectivement, vu leur équipement, elle fait plus de mal, mais des deux côtés. Je veux dire aussi, tu parles des billes d'acier, les gens qui attaquent aussi sont. Donc après, il ne devrait pas en avoir. L'idéal, ce serait que tout ça se passe à peu près normalement. Et les images que tu as montrées, les gens qui sont bloqués, c'est vrai que c'est hallucinant, mais ça revient au management. C'est ça, voilà. Après, Stéphane, pour avancer, tu voulais poser des questions à Brice? Oui, je voulais juste, Brice voulait juste intervenir, et après je voulais justement avancer. Ouais. En fait, c'est au niveau de la doctrine du maintien de l'ordre. Ça fait avant 2016, on était sur quand même une doctrine attentiste. On ne va pas en contact, on reste loin, on fait tout pour éviter le contact physique avec le manifestant. On voit que depuis 2016, la loi travail, et plus particulièrement depuis les Gilets jaunes, on a introduit des brigades anticriminalité dans le maintien de l'ordre. C'est quelque chose aussi qui est à prendre en compte dans le degré des affrontements qu'il y a dans les manifestations. Je veux dire, vous voyez une charge de baqueux, comme on les appelle, pour scinder, ou la brave pour scinder un cortège, et ça vous fout en l'air une manifestation. C'est-à-dire que même si la manifestation est calme à ce moment-là, vous allez avoir, juste pour une interpellation, voilà, vous allez avoir la mauvaise intervention. Enfin, je veux dire, c'est des gens, comme le disait Christophe, qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre, et du coup qui allument la mèche c'est l'étincelle qui fait tout sauter dans une manifestation. Oui, totalement. Stéphane, peut-être sur ce sujet précis pour qu'on passe aux autres après, tu conclus? En fait, je vais justement conclure sur ce sujet-là, parce que quand je vous écoute tous les trois, moi j'ai l'impression qu'on est condamné à avoir des manifestations violentes jusqu'à la fin des temps, dorénavant, quoi. Ça a toujours existé, mais alors oui, comme le rappelait, c'est Xavier qui en parlait tout à l'heure. Effectivement, ça a toujours existé. Mais est-ce que justement, il y aurait pas un moyen, alors personne pourra répondre évidemment, mais un moyen de tendre peut-être vers des démonstrations un petit peu plus pacifiques. Quand on essaye, là, on tombe dans le domaine de Xavier et de Christophe, quand on essaye de faire des manifestations ou des actions vraiment pacifiques qui sont plus spectaculaires que méchantes ou violentes, on arrive aussi parfois quand même à finir avec un œil en moins, ou au minimum des lacrymogènes dans les yeux. Donc, attends, tu sais, il ne faut pas se leurrer. Regarde combien il y a de manifs en France par an. Regarde combien se passe mal. L'essentiel des manifestations se passe bien. Non. Mais effectivement, on parle que de celles qui vont mal parce qu'elles sont spectaculaires. Donc ce serait un effet de bulle, d'après toi? On mettrait vraiment la loupe sur celles qui ont le plus dégénéré? On regarde toujours les trains qui arrivent pas. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Le principe de la presse, c'est le train qui n'arrive pas à l'heure. Qui fait que... Alors après, il y a une différence aujourd'hui, c'est que tout le monde est son média. Donc la moindre bousculade ou le LBD qui part mal volontairement ou pas, il a une ampleur inédite, ce qui n'existait pas il y a 15 ans. Oui, mais regarde, moi je suis pas mal sur tout ce qui est manif pour le climat, etc. Elle se passe très très bien. Oui. Très très bien. Mais du coup, personne n'en parle. Oui. C'est le drame du truc, quoi. C'est le drame du truc. Il n'y a pas la même répression qu'on peut avoir sur une manifestation comme pour le climat qu'une manifestation aux revendications éminemment politiques, sociales, comme par exemple les retraites, où là c'est notre quotidien qui est en jeu. Je veux dire, c'est notre portefeuille qui est touché. Le climat, je te garantis que c'est aussi le quotidien. Le climat aussi, mais je veux dire, par rapport au profil de manifestants, on n'a pas les mêmes profils, on n'a pas le même degré de répression. C'est pour ça qu'on dit oui, il y a très peu de manifestations qui se passent mal, mais celles qui se passent mal, c'est non, mais c'est celles qui ont des revendications contre la police, contre le pouvoir en place, c'est quand même, voilà, il y a un certain message dans ces manifestations qui dégénèrent.
Alors, je comprends. Donc, pour toi, c'est à la fois l'équipement et ce qui ne faisait pas l'unanimité parmi les autres invités et chroniqueurs. Et c'est la thématique de la manif qui vont faire que les flics n'auront pas les mêmes ordres, en fait, pour toi, Brice. Je pense. On t'a perdu un petit peu, mais tu vas revenir. Ah, t'es revenu, ça y est. Ouais, je vais revenir, oui. Oui, t'es là. Ça y est. Donc, Christophe, toi, tu voulais nous montrer l'action qui s'est déroulée ces derniers jours avec Mr. Green qui était à Paris. Avec Rob Greenfield. Ouais, Rob Greenfield. Alors, on a quelques vidéos. Je vais les mettre et je te laisse nous commenter. Donc, on a une vidéo qui est à New York, mais il nous a fait la même chose à Paris. Je te laisse commenter ce qu'on voit. Non, en Angleterre, pardon. Non, c'était à New York. New York, pardon. Alors, vas-y, commence et je la mets. Ouais, Rob Greenfield, c'est un activiste environnemental qui fait des coups. Et là, ce truc qu'il avait fait il y a quelques années à New York, c'est qu'il s'était habillé avec un costume, avec des sacs plastiques qu'on avait construit pour lui, et il portait sur lui tous les détritus qu'il faisait. Il vivait comme un New-Yorkais moyen, et en bouffant dans les mêmes trucs, en achetant les mêmes choses. Seulement, au lieu, quand il avait un emballage, n'importe quoi, au lieu de le jeter dans une poubelle, il le mettait sur lui. Et alors, au bout de quelques jours, c'est devenu un peu spectaculaire. Et au bout d'un mois, je vous imaginez, il avait 45 kilos sur lui. Et l'idée qu'il faisait ça, pourquoi ? Pour que les gens ça interpelle les gens et qu'ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il leur disait, ça, c'est 15 jours, 12 jours, 15 jours, 3 semaines de vos propres déchets. J'ai vécu comme vous, et voilà, vous voyez, vous les mettez. Et ça a eu un retentissement énorme. L'opération s'appelait Trash Me. Et il a fait des milliers d'articles de journaux, des heures de télé. C'est devenu un phénomène à New York où les mecs l'appelaient Trashman. Et c'était ce qu'il voulait, c'est-à-dire alerter les gens. Et il m'a dit, en fait, pendant les 10 premiers jours, il était un peu déçu parce qu'il ne se passait rien, parce qu'en fait, les sacs étaient à peu près vides. Voilà. Et à partir du 10e jour où il a commencé à avoir des sacs un peu pleins, il se faisait arrêter tout le temps, quoi. Et c'est exactement ce qu'il voulait, que les gens se rendent compte du volume de poubelles qu'un New-Yorkais génère en simplement un mois. Voilà. Je veux dire, à la fin, il avait 45 kilos sur lui. Alors, une autre action. Et les odeurs qui vont avec. Oui. Non, parce qu'il les nettoyait, enfin, il passait à l'eau pour que ça soit à peu près propre. Alors, une autre action assez bluffante aussi, c'est celle-ci. Oui, ça, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il appelle le dumpster diving. En fait, il a traversé les États-Unis en vélo, en bambou, et puis il voulait bouffer que bio et sans emballage. Et puis bon, il s'est trouvé que bio sans emballage, il ne pouvait pas parce qu'il voulait faire 0 déchet. Et puis il s'est dit, je vais aller regarder les poubelles des grands magasins. Et là, il a découvert un truc hallucinant. Et après, il a fait une opération un peu partout aux États-Unis où il allait avec des gens faire des raids dans les poubelles, dans des grands magasins. Et il sortait, mais de quoi nourrir des familles entières. Oui, là, il n'y a rien d'abîmé, hein, c'est effrayant. Voilà. Et il a lancé vraiment un grand mouvement de dumpster diving, ce qu'il appelle le dumpster diving aux États-Unis. Et ce qui était marrant, c'est que Rob était à Paris et il y a quelques jours. Et puis, il a été invité par Plastic Attack pour faire une opération du même genre. Mais c'est eux qui avaient recueilli des choses, c'est juste des costumes. Il y a eu 12 personnes qui sont arrivées avec chacun un costume pour montrer un an de poubelle d'une personne. 12 personnes pour un an de poubelle. Avec le même costume. Et là, sur une action comme celle-ci, puisque le but de ce genre d'action, c'est d'avoir des retombées et de faire parler de soi, les médias ont suivi, tu as organisé ça avec lui, il y a eu... Non, j'ai pas, là c'était t'as participé par Plastic Attack. Voilà. Donc on a juste participé, j'ai pas suivi de près les trucs, mais je pense que oui, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de gens qui nous tournaient autour, qui filmaient, donc bon, forcément ça a été rediffusé, au moins réseaux sociaux, etc. On verra à peu près l'impact. Après, ce qui est rigolo, c'est que le dumpster diving, par exemple, il l'a fait, moi j'ai mis ça sur mon Facebook, mais on se marchait dans la rue du Temple, et brusquement il s'arrête, il me dit, tiens, je vais regarder ici, et on est près d'une épicerie rue du Temple, il ouvre une poubelle, et il a sorti de la poubelle de quoi dîner le soir. Alors, sur le chat, en 45 secondes. Sur le chat, c'est intéressant parce qu'on a une personne, je ne vais pas citer son nom, son pseudo, comme ça ils peuvent rester tranquilles tous et il n'y aura pas de problème au cas où, qui nous explique lui que finalement la violence, depuis tout à l'heure quand on parlait de la violence policière, il nous dit que la violence sociale est pire que la violence et qu'il faut se venger, qu'il faut faire justice avec un discours sur la misère et la violence sociale et que la violence dans la manif n'est qu'une réaction à la violence sociale. Et là, devant les vidéos qu'on a montrées de Rob Greenfield, il dit « Moi, je suis écolo, c'est la vie, c'est l'avenir. Mais ce que je viens de voir là, c'est cucu, je ne suis pas convaincu. »
Alors, est-ce que moi je pense pas personnellement, je pense pas qu'il soit nécessaire de péter les vitrines pour faire du bruit et que se promener comme ça peut avoir de l'impact. Mais on voit une réaction là qui dit bah moi je suis pas convaincu, c'est cucu. Je ne sais pas si c'est cucu, mais enfin d'abord le dumpster diving qu'il a fait, ça a nourri énormément de gens. Oui. C'est pas totalement cucu quand ça nourrit des gens qui en ont besoin. Clairement. Après, il y a eu quand même une prise de conscience et brusquement dans les médias qui se sont interrogés sur le volume de poubelles, etc. Donc, moi, je vois juste que ce Rob, c'est un type, bon, il faut vraiment le connaître, il est assez étonnant. Il vit exactement comme il prescrit. C'est un type qui a décidé, qui gagne beaucoup d'argent, qui a tout arrêté, qui a basculé dans un mode de vie extrêmement modeste puisqu'il vit avec $300 par mois. Il refuse, enfin, il a 44 possessions en tout et pour tout qui étaient dans un petit sac à dos et il vit comme ça. Il vit vraiment selon ses principes. Et c'est vrai qu'il est dans un modèle. Moi, voilà, je vous montre comment on peut faire pour dépenser, pour consommer moins, pour vivre bien. Vous faites ce que vous voulez, mais. C'est une réalité. Voilà, on peut aujourd'hui avoir un mode de vie, c'est possible, qui n'amine pas la planète, même si les autres ne le font pas. C'est possible. La question qui se pose quand même, tu dis qu'il veut montrer l'exemple, mais justement, est-ce qu'il ne va pas trop loin dans son exemple? Parce que personne ne va le suivre. Il le dit il dit je suis extrême pour choquer parce que si je ne suis pas extrême, personne ne regarde. Voilà. Donc je fais des choses extrêmes pour attirer l'attention, mais après, j'ai un discours qui est plus modeste, qui est de dire regardez-vous de votre côté comment vous pouvez faire pour baisser votre impact global sur la nature. Mais que s'il ne faisait pas des choses extrêmes, personne n'en parlerait. Oui, totalement. Donc, il est dans un mode qui est... C'est un mec de marketing en plus au départ. Oui. C'est ça qui est rigolo quand même. Mais au lieu de gagner de l'argent, il veut gagner de l'attention pour ses causes. Bon. Donc on est dans du concret. Alors justement, la même personne qui nous disait que c'était cucu dit je veux du concret, j'aime bien mais je veux du concret. Mais là c'est concret. C'est-à-dire qu'on peut vivre concrètement, comme tu le dis, il a 44 objets, c'est concret. Il a une vie pour... Tu nous disais le budget, rappelle-nous le budget. $300 par mois, $3 600 par an. En fait, tout ce qu'il gagne au-dessus de $3 600 par an, il le donne à des associations de défense de l'environnement. Voilà. Et quand je dis ça, je ne plaisante pas, puisqu'il a passé le confinement chez moi, j'ai pu le voir vivre. Et pendant qu'il était chez moi, il a reçu une bourse de 15 000 € de la part d'une fondation allemande, et il a entièrement donné à une association allemande. Bon, voilà, donc il applique son mode de vie. Christophe, je vais te faire réagir à ce qui s'est passé ce matin. Tu es au courant, je suppose. La Notre-Dame, la grue de Notre-Dame a été occupée par Greenpeace ce matin avec des slogans sur le climat et l'urgence climatique. Climat Macron, Notre-Dame, urgence. Là, on est typiquement dans une action non violente. Roselyne Bachelot a dit « Faites attention, c'est un chantier fragile ». Et Greenpeace lui a répondu qu'ils avaient fait attention au chantier, qu'ils n'avaient fait que monter sur la grue. On a là une action non violente qui a de l'impact. Oui, et typiquement, Greenpeace, après justement, on va faire rebondir Xavier sur Greenpeace, parce qu'il aura beaucoup de choses à nous dire. Ils sont spécialistes on va dire, de coûts marketing. Ils détournent le marketing, en fait, pour défendre une cause. Il y a beaucoup de groupes font ça. Il y a Robin des Bois qui fait ça aussi. Il y a évidemment encore les rois du marketing, c'est encore pire, c'est Sea Shepherd, qui sont encore meilleurs dans le marketing. Donc, bon, attirer l'attention sur les causes, de toute façon, c'est très bien. Le truc après, c'est que moi, je suis aussi partisan des actions juridiques, des actions de tout ce qui peuvent pousser, parce que il faut forcer à la fois, enfin, pas forcer, on ne peut pas forcer les gens. Il faut inciter les gens à modifier leur comportement, mais aussi les politiques et les gens qui ont le pouvoir de faire changer les choses qu'il faudrait pour le Oui. Ça coupe un petit peu, ça lag, mais on va te retrouver. Ça y est, t'es de retour. Voilà. Ouais. Donc, je disais que je suis évidemment pour des actions marketing, mais que ça ne suffit pas. Il faut aussi faire des actions juridiques, des actions qui utilisent le droit. Parce que c'est par le droit qu'on changera les choses, par la loi, et plus que par simplement de l'affichage. Totalement. Et après, juste sur l'action et sur l'action, il y a un bouquin de Mark Boyle qui parle de ça. Effectivement, la personne qui dit la violence sociale, c'est un grand débat qui mérite une vraie réflexion. C'est face à une violence
forte, est-ce qu'une violence moindre pour y résister est légitime? C'est un Oui, débat. on arrive, oui, c'est ça, on est dans ce débat à un moment donné. Xavier, tu nous as beaucoup écouté là. Tu es toujours là. Greenpeace. Peut-être une question après pour Christophe et Xavier justement là-dessus. Ouais. Bah vas-y, avant Xavier alors. Ouais. Alors, par exemple, quand on parle écologie, etc., de changer notre mode de vie, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser, mais je veux dire, quand on voit, par exemple, les images c'est changer nos modes de consommation, quand on voit les images du déconfinement, par exemple, où les premières choses qu'ont fait certaines personnes, c'était aller faire la queue au McDo, aller faire la queue chez Zara. Comment sensibiliser ces gens-là qui sont prisonniers de notre mode de consommation? Comment entamer un travail pour soulever ces questions? C'est une très bonne question et c'est tout le problème. Moi, j'ai à part pleurer dans un premier temps. Écoute, j'aime bien la proposition de Cyril Dion. Cyril Dion dit qu'il faut qu'il y ait un récit populaire, un récit autour de l'environnement. C'est en clair qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met en valeur? Tous les médias, tout notre mode de vie met en valeur les gens qui gagnent énormément d'argent, qui consomment, qui achètent des jets, et etc., etc. Donc un style très jet set, etc. Et on a toute une mise en valeur de ces gens-là en disant « Regardez comme ils sont formidables ». Ce que je trouve tragique. Et il faut arriver en fait à avoir un autre récit qui est la mise en valeur de gens qui font autrement. Et que c'est finalement, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on peut vivre autrement et qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant de vivre autrement. Donc c'est un travail culturel. C'est pas un travail. Il faut mettre du storytelling. Moi, je travaille, il se trouve que de mettre en valeur tout ce qui est solution. Il se trouve que je viens, Sébastien ne sait pas, mais j'ai pris il y a 3 semaines la présidence d'un truc qui s'appelle Reporter d'Espoir, qui essaie de pousser justement le journaliste de solution, c'est-à-dire raconter des choses qui sont ok, il y a des problèmes, mais il y a aussi des gens partout qui travaillent à essayer de donner des réponses à ces problèmes. Et de raconter ça, ça crée tout un récit positif qui n'est pas juste mettre en valeur donc des gens qui des Neymar, mais des gens qui vont essayer de faire quelque chose de bien pour la société en général. Voilà. Donc il y a un récit à faire, il y a un récit à construire. Les journalistes ont une très grosse mission. Il y avait quelque chose qui m'avait assez marqué, c'est par exemple que ce soit à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure ou des trucs comme ça, c'est le discours quand on en parle dans les médias, c'est regarder ces zadistes. C'est très péjoratif quand même. Enfin, je veux dire, c'est compliqué à véhiculer un message en partant de base. Mais tu as raison, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut être. Mais aussi, après, on a un autre problème, et qui est un problème des médias, c'est qu'on a des médias qui vont plus sur le terrain, qui passent très peu de temps et qui n'ont. Oui, tout vient des agences de presse. Il n'y a plus vraiment de médias comme tu l'as été à l'Express, de reporters de terrain. Oui, il y en a de moins en moins. Le métier du journaliste, pour moi, et c'est pour ça que c'est le drame, bon là on sera un autre débat, mais c'est d'aller sur le terrain et de voir les gens et de passer du temps. Et c'est ce que fait OVNA au Monde. Et regarde les récits d'OVNA, ils sont passionnants parce qu'elle raconte la vie des gens et après il n'y a pas de jugement. On raconte. Si on allait, je suis sûr il y a eu des textes vachement bien sur les indices, par exemple. On se rend compte que c'est pas des tarés, quoi. C'est des gens qui ont un vrai projet, qui ont des choses à raconter, qui sont intéressantes. Et après, ils ont un conflit. Bon, ça c'est la vie. Mais c'est intéressant. Et c'est jamais aussi caricatural qu'on vient le croire. Et ça, c'est un problème de formation aussi. C'est un problème de moyens des médias. C'est un problème de crédibilité des médias. Et une des raisons pour laquelle ils perdent la crédibilité aussi, c'est qu'ils sont caricaturaux. Xavier, pas tous, il ne faut pas généraliser. Tu as aussi quand même des médias. Tu as aussi des médias militants qui mettent en avant. Oui, ou des journalistes militants. 95% de l'audience médiatique. Oui, le chiffre. Sur l'audience médiatique est occupé par 30 médias et c'est eux qui font une bonne partie. Le chiffre que tu as sorti de Reporter, Christophe, après je voudrais qu'on entende Xavier, mais ce chiffre, 1%, commente-le. Oui. On a fait une étude à Reporter d'Espoir à la demande d'une fondation européenne et on a pris un mois entre octobre et novembre l'année dernière et on a regardé comment les grands médias, ceux qui font 90%, 95% de l'audience médiatique, ont traité le changement climatique. On parlait de climat. Et ben on a 1% des contenus qui parlent de changement climatique. 1%. Voilà. Et attendez, c'est entre 3 et 5 fois plus qu'il y a 10 ans. Bah, soyons contents. C'est effrayant. C'est à la fois rien et c'est mieux. Donc c'est terrible. Xavier, tu nous as beaucoup écouté. Greenpeace, l'action de ce matin, ça t'a rappelé des souvenirs. Toi, tu n'as pas commencé sur une grue quand tu étais chez Greenpeace, mais tu as été un des premiers, voire le premier,
à aller occuper et visiter une centrale nucléaire? Oui, le premier, non, mais je suis trop jeune pour ça, mais je forme précisément à des techniques comme celle de Greenpeace parce que, étant passé par Greenpeace, j'étais frustré de voir que cette organisation gardait en quelque sorte ses recettes pour elle-même, pour ses seuls militants et pour ses seules causes qui sont très légitimes mais qui sont très limitées. Elle ne peut pas, Greenpeace, s'occuper de tout, c'est bien logique, et elle a choisi en plus de ne s'occuper que d'écologie, ce qui est très important, mais qui n'englobe pas la totalité du réel. Et convaincu de l'efficacité d'un certain nombre de ces techniques, j'ai voulu les démocratiser, les diffuser dans tous les mouvements sociaux, gilets jaunes et autres, et ça a été l'objet du collectif des désobéissants. Maintenant, je voudrais quand même rappeler une chose. La désobéissance civile, celle à laquelle je forme, les actions spectaculaires, ce sont des actions destinées à créer un rapport de force, pas seulement à sensibiliser. Le défaut ou la dérive souvent de certaines de ces actions, c'est de ne les utiliser que comme objet, comme outil de communication. La communication, c'est une part importante. Sensibiliser, personne ne peut être contre, mais ça ne saurait suffire. Et le piège, et j'entendais tout à l'heure poser la question du récit, avec l'évocation notamment de Cyril Dion, il y a effectivement une narration, un récit à fabriquer, en tout cas à diffuser, mais qui n'est pas celui de la sensibilisation. Si c'est celui de la sensibilisation, on est foutu. La plupart des gens en fait, qui viennent de se former à la désobéissance civile auprès de nous ne sont pas des militants du tout de longue date. Que dans la production des gaz à effet de serre à l'échelle de notre planète, il n'y a pas 7 milliards de coupables qui produisent tous autant, il y a 100 multinationales qui, à elles seules, produisent les 3/4 des gaz à effet de serre. 100 entreprises avec, 10, 20 cadres supérieurs et actionnaires dirigeants des boards, et donc une infime proportion d'êtres humains qui sont responsables à une hauteur qui est quasiment incommensurable par rapport à nos petites, modestes contribution aux dégâts de l'espèce humaine sur le vivant. Donc, si on fait comme si nous étions tous responsables, et c'est nos modes de vie qu'il faut individuellement changer, c'est foutu. C'est foutu parce qu'on va tous faire des arrangements. On était tout à l'heure à critiquer les gens plus riches que nous. Bah oui, évidemment, mais je vois de quoi sont faits vos murs, chers amis. Ils sont comme les miens, faits d'objets de consommation que vous et moi avons choisi de considérer comme légitimes, tandis que ceux du voisin, on va les considérer comme illégitimes. Et on va faire la guerre entre les petits microbes que nous sommes par rapport aux dégâts de cette planète, pendant que les autres vont voir un match de foot en jet et avec leurs usines détruisent complètement la biodiversité et le climat. Donc il y a deux récits contradictoires. Celui que les puissants sont en train d'essayer de nous imposer, qui est celui d'une responsabilité partagée et donc d'un effort à fournir tous en dehors de la loi. C'est le principe des chartes pour les entreprises. Les 100 entreprises le font, Xavier, les 100 entreprises le font à la demande ou aux besoins de tous les habitants. Pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout le fait que moi j'ai demandé du diesel qui pollue qui fait que le diesel aujourd'hui est vendu et pas cher. C'est pas moi qui ai demandé qu'on fasse la guerre au Moyen-Orient et que du coup l'essence soit pas chère. C'est pas moi qui ai voulu qu'on me rende dépendant de ma bagnole. C'est pas moi qui ai voulu que les autoroutes soient payantes et filées à Léonard, pas Léonard Vinci, à Vinci. Bref, on n'a rien choisi et on nous sommes de nous dépatouiller avec notre culpabilité et avec les objets que l'on nous propose. Alors que c'est de la loi qu'il faut, de la loi qui s'imposerait aux entreprises, aux industriels, sous la forme de normes qui imposent
que nos appareils électroniques ne soient pas à briller la nuit pour nous dire qu'ils sont éteints, hein, quelle absurdité, que l'on ne dépende pas du nucléaire ou du charbon pour faire toujours plus d'électricité inutile. On pourrait parler de la 5G par exemple qui se prépare, alors que nous pourrions nous passer de tout ça et isoler mieux les bâtiments et faire tout un tas d'autres choses bien plus intelligentes, mais qui ne rapportent pas d'argent, ou beaucoup moins, aux acteurs économiques majeurs, aux entreprises multinationales et aux banques et à la finance, enfin bref, qui sont les véritables décisionnaires dans tous ces domaines-là. Donc il y a deux récits, celui de la culpabilité partagée, de la sensibilisation nécessaire. Celui-là, il nous emmène vers le greenwashing, c'est-à-dire un capitalisme qui n'aura pas besoin de se réformer parce qu'il nous fera croire qu'il suffit de nouvelles technologies super chères pour nous sauver des problèmes des anciennes technologies. Et puis, il y a le discours lutte des classes, confrontation, qui rappelle de quoi est fait le capitalisme, d'une classe sociale infime qui profite à un niveau complètement, c'est Hervé Kempf qui le disait, comment les riches détruisent la planète. C'est pas vous et moi, c'est le 1%, peut-être 0,1% des gens qui au niveau mondial accaparent et la richesse et les dégâts liés à cette richesse. C'est cela qu'il faut arrêter. Comme Christophe l'a dit, il faut doubler le militantisme ou les actions d'actions en justice. C'est ça, Christophe? Alors, moi, je suis pour l'utilisation de tous les outils. La justice, il faut l'utiliser sans jamais penser qu'elle va nous sauver à elle seule. Parce que, on le sait, les juges sont sujets à des pressions, à des logiques de carrière, à des logiques de classe sociale. Ils sont plutôt blancs, ils sont plutôt masculins, ils sont plutôt de 50 ans, ils sont plutôt urbains, ils sont plutôt conservateurs, ils sont plutôt formés selon un certain moule, etc., etc. N'empêche que le droit est une réalité, c'est l'expression d'un rapport de force à un moment donné. Il faut tenter de faire bouger le droit en notre faveur. Mais on le sait, en matière politique en particulier, tout ne se joue pas dans les prétoires, tout ne se joue pas dans les tribunaux, et même la fabrication du droit à travers des jugements et de la jurisprudence se fait à la fois dans le tribunal et à côté, par la médiatisation, la sensibilisation, le rapport de force, l'occupation, les actions de masse ou de groupuscules qui font bouger les choses et rendent possible des jugements, c'est-à-dire rendent possible le courage de certains juges de faire bouger les lignes juridiques. Donc il faut tout utiliser. Christophe ? Oui, juste, si je me permets de réaction, je pense que ce qu'on a dit est pas du tout contradictoire à ce que tu viens de dire. Et en plus, moi, quand je parle de récit, c'est exactement ça, ce récit dont je parle. C'est pas de mettre les gens en accusation, c'est justement de casser le message que nous fabrique la pub, quoi, de nous casser cette idée que on a besoin de choses tout le temps nouvelles, tout le temps des trucs fictifs, des besoins fictifs. C'est une nouvelle façon de vivre. Bon, et effectivement, tu as raison, mais les 100 entreprises, le problème, c'est que moi, ce qui me frappe, c'est que ce qui est publicité, tout ce qui est le mode de vie, ils dépensent des fortunes pour ça, pour que les gens aient envie de consommer leurs produits. Et ce qu'il faut, et c'est là que le récit rentre en jeu, c'est un récit inverse qui peut faire comprendre que non, on est capable de vivre bien sans tout ce que nous proposent ces grandes entreprises. Et l'autre truc dont on a besoin, c'est, moi je ne pensais pas à la justice, je pensais au droit au sens, à la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une bonne partie des choses qui pourraient faire évoluer, c'est des changements tout simplement dans les législations, dans les réglementations, et qui peuvent être beaucoup plus drastiques que ce que c'est aujourd'hui. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai parlé du problème qu'il y avait à Bruxelles, où la Commission, plutôt le Parlement, est en train de modifier, avec l'accord des parlementaires, ce qui me rend fou, une proposition de la Commission qui proposait de subventionner pour la construction de petits bateaux artisanaux de pêche. Oui, tu nous en as parlé déjà, oui, dans une précédente émission. Ouais. Tous les bateaux, même des bateaux de 150 mètres de long, et ce qui rend un truc de taré, quoi. Et ça, ce qui pourrait l'empêcher, c'est pas la justice, c'est le droit. C'est des décisions de parlementaires et de gouvernements qui disent on bloque et on refuse, et ça ne rentre pas dans nos réglementations. Donc, pour moi, la pression, tout ce qu'on peut faire en manifestation, etc., est excellent justement pour ça aussi, c'est de faire passer un message et une pression auprès des élus pour que, à la fois donner de la force aux élus qui vont dans ce sens-là, leur dire, c'est la fameuse phrase de Staline, le pape, combien de divisions? Et ben, il faut que quand on demande les gens qui veulent changer ça, combien ils ont de divisions, il faut qu'on puisse répondre. Il y avait tant de personnes dans la rue, effectivement, et récemment, il y a eu des élections, etc. Donc, les choses vont ensemble.
je pense que ce qu'on a dit n'était pas, je pense, en opposition avec ce que tu as expliqué. Alors, oui, à ceci près qu'il ne suffit pas de faire bouger le droit pour qu'il s'applique. C'est-à-dire qu'on a plein de bonnes lois. On a plein de bonnes lois, mais les multinationales, les banques et les gouvernements s'en affranchissent régulièrement. Croyons-nous qu'ils ont le droit de mutiler les yeux des gilets jaunes? Pas plus, pas moins qu'avant, sauf qu'ils le font. On a tous les jours des bonnes lois qui sont passées et qui sont vidées de leur contenu ou jamais appliquées à partir du moment où le puissant n'a personne au-dessus de lui pour lui imposer. Donc, il faut aller devant les tribunaux, il faut aller dans les médias, il faut faire de la sensibilisation, des conférences, des émissions, des livres, tout ce qu'on veut. Ça, on le fait déjà beaucoup. Mais il ne faut jamais oublier que les choses dépendent aussi de rapports de force, qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, où il suffirait d'une bonne loi pour qu'ensuite les méchants se décident de l'appliquer à eux-mêmes. Eh bien non, la France piétine régulièrement des traités internationaux qu'elle signe, par contre les impose à des pays plus faibles. En matière économique, c'est la logique des voyous. Vous voyez ce que l'Europe et chacun d'entre nous, d'entre nos pays, a fait à la Grèce. On se bat pour des bonnes lois, mais ensuite il faut se battre pour qu'elles soient appliquées. Bien sûr. Et combien d'hommes politiques et de femmes politiques vont vraiment en prison? Combien de policiers, voyous, délinquants, criminels vont en prison? Vous le savez, très peu. Oui, il ne faut pas faire d'angélisme. Oui, évidemment. Voilà, il ne faut pas faire d'angélisme. Le combat continue une fois la loi votée. Oui, totalement. Bien sûr, mais ça, c'est pas contradictoire non plus. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que vos discours se rejoignent. Et ce qu'on dit dresse au moins esquisse une route commune et complémentaire, chacun dans ses actions. Oui, mais j'entends trop souvent les gens s'arrêter à la sensibilisation. Il suffirait d'éduquer. Comment convaincre nos voisins? Mais attendez, qu'est-ce que nous on fait une fois qu'on est convaincu? Si on reste chez nous et si on ne va pas se battre, on cherche toujours un nombre magique. La manifestation, c'est une chose, mais ça relève quand même aussi un petit peu du nombre magique. C'est-à-dire que vous allez dans la rue pour dire que vous n'êtes pas content. Merci beaucoup, le gouvernement, il avait d'autres façons de savoir qu'on n'était pas content et globalement, il s'en fout. Donc, on a beau être nombreux en ville, si on marche de l'église à la mairie ou de la place de la République à la place de la Bastille, on se compte le soir, on est content d'avoir été nombreux, on a 3 articles de presse et c'est tout. On ne gagne pas. Donc, ne restons pas à des moyens qui sont importants mais qui ne sont que des étapes. C'est-à-dire que oui, à un moment, il faut se compter, oui, à un moment, il faut faire masse, mais ça ne suffit pas parce que nous sommes dans des rapports de force. Et un rapport de force, c'est pas juste de la com. Et une manif, c'est de la com. Alors, Xavier, justement, toi, ton action, elle est, elle est multisecteur. C'est-à-dire que tu es concerné par l'écologie, concerné par les luttes sociales, concerné, en fait, dès qu'il y a une lutte, tu essayes de voir comment appliquer. Dès qu'il y a une injustice, tu essayes de voir, oui, c'est ça, le mot est plus pertinent, tu essayes de voir comment appliquer ton mode d'emploi, tes méthodes d'activiste. Alors, on va regarder une vidéo et j'aimerais bien que tu nous la commentes pendant qu'elle est diffusée. Alors, je ne sais pas comment la voir. C'est celle au Salon de l'Agriculture, avec les cochons et les clowns. Et ça va te permettre d'expliquer pas mal de choses en même temps. Je la vois pas. Hein. Elle est dans le retour du retour, oui, mais tu l'as peut-être plus dans la petite fenêtre. Mais on avait au Salon de l'Agriculture un homme déguisé en cochon tenu en laisse par des clowns. Bon, en tout cas, je connais l'action et je connais le clown activisme. Alors, explique-nous un petit peu l'intérêt de ce genre d'action. Ouais. Le principe du clown activisme, c'est de faire de la désobéissance civile, donc de participer à la construction d'un rapport de force entre des gentils et des méchants, pour être un peu caricatural, mais c'est vraiment cette logique-là, à l'aide de codes du clown que l'on détourne. C'est-à-dire que ce n'est pas un spectacle, ça n'est pas juste de la sensibilisation, c'est une action de perturbation qui se fait donc là où le problème se pose. Et le salon de l'agriculture, c'est évidemment le salon de l'agriculture, de l'agrochimie et des firmes industrielles d'agriculture. Donc c'est bien là qu'est le problème, c'est donc là qu'il faut agir, face aux méchants, entre guillemets, face aux responsables. Et les clowns vont utiliser un angle clown qui est de ne pas être contre, mais d'être à fond pour. C'est-à-dire qu'ils vont jouer de la logique de l'absurde. Ils ne vont pas dire on est contre l'agriculture de pesticides. Ils vont dire vive les pesticides, on en veut plus, donnez-nous-en à manger, à boire matin, midi et soir. Et évidemment, ce faisant, on provoque le rire. Donc on met les rieurs
de notre côté, on révèle ou on rend plus lisible l'injustice qui accourt. Et comme on n'est pas que dans la sensibilisation, le théâtre, le happening, mais qu'on va là où le problème se pose, eh bien régulièrement on fait tomber les masques. C'est-à-dire que des gens sont violents avec les clowns ou viennent dire des choses avec leur bouche, à défaut de gestes quand ils ne sont pas violents, qui disent des vérités qu'ils n'auraient pas dites autrement. Ils les disent parce qu'ils sont poussés par cette logique de l'absurde et cette provocation que constitue l'action des clowns. Et donc c'est très fort en termes d'action. J'ajoute que quand il s'agit de virer des clowns et qu'on est policier ou gendarme, eh bien on a beaucoup de difficultés parce que le clown, c'est vraiment un outil extrêmement non violent dans tout le caractère subversif de la non-violence, c'est-à-dire qu'il restaure le lien entre humains plutôt que l'affrontement des rôles sociaux. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un policier en tant que manifestant, le policier, c'est-à-dire l'institution policière, a intérêt de considérer le policier comme un outil, donc la police, et les manifestants comme, par essence, des manifestants, et non pas des humains qui se parlent. Alors que l'intérêt d'un manifestant pacifique, qui veut éviter l'exercice de la répression contre lui, eh bien, c'est de restaurer le lien humain avec le policier. En dessous de l'uniforme, il y a un smicard, en effet, il y a un prolétaire, il y a un humain, il y a un être de chair et de sang, avec qui on peut se comprendre, avec qui on peut éventuellement fraterniser. Et le clown, en provoquant le rire ou le sourire de l'adversaire, eh ben, il fait ressurgir l'humain dans le rapport social conflictuel. Et quand il y a de l'humain, ben, c'est beaucoup plus difficile d'exercer la répression. Donc c'est aussi très efficace pour désamorcer, désarmer les outils de répression. Donc les clowns sont aussi beaucoup utilisés dans les G20, à chaque fois qu'on vient contester les maîtres du monde, le sommet de l'OTAN à Strasbourg en 2009, enfin des grands moments comme ça où il y a des fortes velléités de répression contre les contestataires. Ben, on met des clowns dans les pattes des gendarmes et des policiers et c'est redoutable. C'est redoutable. Je vais couvrir mes manifs déguisés en clown maintenant. Oui, alors attention, parce que c'est pas juste le fait de mettre un nez rouge, ça s'apprend, c'est une logique. C'est pas le clown spectacle où vous travaillez un personnage, vous écrivez un sketch et vous allez devant un public qui attend et demande votre clown. Là, c'est un exercice collectif, on est plusieurs, on parle de brigade de clowns et vous détournez et les codes du clown et les logiques de l'adversaire pour venir embêter l'adversaire. Donc l'adversaire, il n'est pas content que vous soyez là, il a bien compris que vous le ridiculisiez, que vous disiez surtout le fond de ce qu'il fait, c'est-à-dire que vous dévoilez l'injustice, et il n'a pas du tout envie de ça. Donc, soit il rit avec vous parce que l'humain au fond de lui prend le pas, dit que vous avez raison et prend le pas, et c'est gagné, soit il se montre très violent, et c'est gagné aussi, parce qu'il montre aussi la vérité de l'injustice. D'autres formes d'action. Oui. Pardon, allez-y. Les yes men sont complètement là-dedans. Ils utilisent une technique légèrement différente qui s'appelle l'usurpation, puisqu'en fait, ils ne vont pas apparaître comme clowns au départ. Ils vont singer l'adversaire, mais en ayant l'air d'être celui-ci. Donc, ils mettent un costard, sans le nez rouge. Mais en effet, à un moment, ils deviennent des clowns en montrant un truc, un accessoire, quelque chose qui révèle qu'en fait, ils ne sont pas l'adversaire. Alors, Xavier, d'autres stages que tu as organisés, on parle des clowns, mais il n'y a pas que les clowns. Tu as différents types de formations, on va dire, à la résistance ou la désobéissance civile. Développe un petit peu. Le collectif des désobéissants, depuis 10 ans, s'est efforcé de redécouvrir les techniques d'action non violente et éventuellement d'accompagner l'émergence de nouvelles techniques non violentes. Il y en a des très anciennes, comme la désobéissance civile. Martin Luther King et Gandhi formaient déjà leurs militants à l'action désobéissante. Et puis, il y a les techniques venues du monde anglo-saxon, dont Greenpeace a été une des références et est encore une référence, des méthodes extrêmement bien huilées, rigoureuses, avec un entraînement et un caractère spectaculaire incontestable. Ça, nous formons également à ça. Et puis d'autres techniques, soit plus nouvelles, soit moins connues, le clown activisme, le théâtre invisible, qui est une vieille technique, mais qui en fait est assez peu connue, d'un certain Augusto Boal, qui a forgé quelque chose d'assez connu, le théâtre de l'opprimé. En son sein, il y a le théâtre forum qui est très connu. Et en fait, il y a une autre technique qui détourne des codes du théâtre pour faire de l'action de désobéissance, et c'est le théâtre invisible. Il y a aussi la méthode Alinsky. La méthode Alinsky, bonjour le chat, la méthode Alinsky, c'est une méthode de mobilisation d'une population c'est un chat noir. divisée par des contradictions, par des conflits, et qu'on va unifier
pour amener à la désobéissance civile, et souvent en utilisant la technique du retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que quand les poubelles ne sont pas ramassées par la mairie, par exemple, qui n'a pas fait ce qu'il fallait, eh bien vous ramassez toutes les poubelles et vous les mettez dans le jardin du maire ou le jardin de la mairie pour montrer un petit peu, ou quand un office HLM ne fait rien pour réparer les chauffages dans les logements, eh bien vous venez avec votre couette, votre pyjama et votre oreiller dormir dans le siège du bailleur social pour dire ici c'est chauffé, donc on vient. Voilà. Donc ça, ce sont des différentes techniques. On fait aussi des cours de stratégie parce qu'on accompagne sur la durée des mouvements sociaux ou des syndicats, des collectifs qui sont en but à une injustice en particulier et qu'on va amener en les accompagnant aussi sur le juridique, sur le médiatique, sur la sensibilisation, sur d'autres aspects, sur une stratégie globale qui va inclure la désobéissance civile pour créer le bon rapport de force et permettre la victoire au bout de 3-6 mois. Quand on va sur ton site Les Désobéissants, il y a le flux Twitter, il y a des actus, on voit toutes les actions classées par thématique, sociale, politique internationale, etc. On se rend compte que vous avez pas mal de succès, que les actions portent leurs fruits. Tout ne marche pas, mais on voit qu'il y a des gains de cause, il y a un préfet qui a changé, il y a des produits qui deviennent étiquetés au Lidl, il y a des choses qui changent peu à peu. Ces actions-là... Oui, sur les transports des personnes handicapées, sur le Roundup, sur les élections à Madagascar. Vous avez quand même un bon catalogue de petits succès déjà avec ces actions. Oui, tout à fait. Souvent, ils ne sont pas crédités au compte des désobéissants parce que, en fait, on se fond quand on intervient auprès d'un collectif, c'est le collectif qui apparaît et on fait mine entre guillemets de relever de ce collectif. Quand on est avec des salariés de l'industrie, comme en ce moment dans certains plans sociaux médiatisés, on fait semblant d'être juste les amis, la famille ou directement de l'entreprise quand elle est suffisamment importante pour qu'on puisse se fondre un peu dans la masse. Et donc les désobéissants ne sont pas forcément crédités du succès, et d'ailleurs c'est jamais une action seulement de quelques individus, c'est un truc collectif évidemment, c'est une mayonnaise qui prend, mais force est de constater qu'en effet ces méthodes elles fonctionnent. Greenpeace d'ailleurs a régulièrement des succès importants quand on fait l'histoire de Sea Shepherd également et de Act Up et de droit au logement. Enfin, on n'est pas les inventeurs de ces moyens-là. Nous simplement on a essayé de les mettre au service du plus grand nombre et en plus de favoriser des solidarités d'une lutte à l'autre. C'est un peu l'originalité. Mais sinon, bien sûr, ça n'est pas nouveau, les victoires de la désobéissance civile. Donc, des victoires. Même le droit du travail, les droits démocratiques, les droits des femmes en France sont très largement issus d'actions de désobéissance civile. Oui. Question qui peut paraître un peu provoque, mais je pense qu'il faut la poser. Est-ce que la notion de désobéissance civile, on voit Extinction Rebellion qui se tiennent par les coudes en cercle et qui ne peuvent pas être enlevés par les flics, tout ça ne peut marcher que si on est un blanc de la classe moyenne en train de faire de la désobéissance civile. Est-ce que les flics ne vont pas avoir le réflexe de taper un peu plus vite si c'est des Arabes ou des Noirs de banlieue à 3 h du matin qui font ça dans une cité? Je ne sais pas, c'est une question qui... C'est une excellente question. Je pense qu'elle se doit d'être posée à un moment donné, en effet. Est-ce que ce n'est pas une méthode de petit blanc bourgeois pour caricaturer? Déjà, si c'était une méthode de petits blancs bourgeois, on ne voit pas pourquoi Gandhi ou Martin Luther King, qui sont tout sauf blancs et qui n'étaient pas forcément bourgeois à tous les moments de leur vie riche, seraient des figures emblématiques de ces modes d'action. Totalement d'accord. Évidemment, tu as raison, il y a, et on en a conscience évidemment, des effets de classe. C'est ce que je disais à propos de la justice tout à l'heure, mais le traitement policier de l'individu qu'il a en face de lui varie évidemment en fonction d'un certain nombre de préjugés et de la menace que représente quelqu'un de la classe moyenne qui a un capital culturel fort, des réseaux sociaux importants, qui pourrait être le fils du préfet, parce qu'après tout, le policier ne nous connaît pas plus qu'on ne le connaît, donc il doit se méfier, font que c'est plus difficile de taper franchement contre des gens qui ont le profil que tu dis.
Maintenant, quand on a fait avec les désobéissants des actions pour la Palestine, en Israël, en Égypte sous Moubarak, eh bien on l'a fait avec les populations qui prenaient des risques bien supérieurs aux nôtres parce que nous avions le passeport français et on tenait compte dans la préparation des actions du fait que nous étions au contraire, parce que plus protégés, plus protecteurs. Donc on se mettait devant, on se mettait à côté, on servait de garde du corps, d'accompagnateur, de témoins pour protéger les plus fragiles. Et aujourd'hui, dans les banlieues, c'est ce qu'il faut faire évidemment. Bien sûr que les racisés sont beaucoup plus victimes des violences policières et même de meurtres. Et je suis bien placé pour le savoir. À Beaumont-sur-Oise, avec Adama Traoré, j'ai suivi cette affaire sinistre, mais tellement évidente. Mathieu Rigouste, qui a été cité tout à l'heure, est une excellente source pour montrer le caractère structurel de ce type de violence. Mais c'est l'alliance, et c'est ce qu'a très bien compris le comité Adama, c'est l'alliance entre les populations des banlieues les plus victimes du capitalisme aujourd'hui et les classes moyennes. Bourdieu le disait déjà, les dominés des dominants. Oui, c'est ça, j'allais venir, oui. Oui. Capital culturel, mais pas de pognon. En gros, on est les dominés des dominants. Et à côté de ça, il y a les dominés des dominés. Et ceux-là, eh bien, sont nos alliés objectifs. Et François Ruffin parle souvent dans ses livres de cette condition nécessaire à un changement de fond de notre société que de voir l'alliance entre les classes moyennes éduquées et le prolétariat ou les classes... Tout ça nécessite énormément de méthodologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Il n'y a rien qui s'improvise là-dedans. Parce qu'en effet, sur le chat, on en a un qui dit « Nous, on fait ça dans la cité, on se fait tordre en 6 ». Donc, en effet, il faut passer par des stages, il faut passer par un apprentissage. C'est plus facile finalement d'aller dans une manif et d'aller taper du flic pour faire du bruit et se faire entendre que d'avoir une action non violente. Une action non violente nécessite probablement soit des stages, soit des entraînements, des répétitions, comme tu dis, des alliances, des aides. C'est plutôt que tout le monde peut faire de la désobéissance civile et les Gilets jaunes ont bien montré que spontanément, des gens qui n'étaient ni militants, ni parfois toujours très conscients politiquement, parce qu'ils étaient en colère, ont réinventé des formes originales de contestation qui étaient largement pacifiques, sans passer par des stages. Après, ils nous ont sollicités quand ils ont entendu parler de nous pour qu'on les forme. Mais spontanément, ils ont fait de la désobéissance civile. C'est juste que le coût humain est bien plus lourd. Les gilets jaunes, typiquement, qui ont été écrasés par des gens exaspérés qui le bloquaient, ça, c'est quelque chose qu'on apprend en stage. On apprend à gérer les émotions négatives que suscitent nos actions pendant les premières minutes de la confrontation ou de la rencontre. Et si elles sont gérées, eh bien, elles sont désamorcées. Et donc, vous évitez les quelques morts. Mais les gilets jaunes ont eu ces quelques morts et ont ensuite corrigé le tir. Donc, le stage n'est pas du tout indispensable, simplement il permet d'éviter des erreurs qui peuvent être des tragédies. C'est ça. C'est intéressant, évidemment. Voilà, c'est ça, c'est assez clair. Je pense qu'on n'a pas parlé de tout ce qu'on voulait, mais on est arrivé à faire un tour, parce qu'on devait faire 1 heure, on en est déjà à 1h40. Ça va très vite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le retour un peu de tout le monde sur ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on est parti... J'essaye de faire un petit résumé de l'émission et tout le monde va prendre la parole et Stéphane fera une forme de conclusion. On est parti des violences policières où on a montré que finalement les flics avaient plus le même armement mais n'étaient peut-être pas forcément aussi violents, mais que la médiatisation aidant, la violence était toujours omniprésente et allait rester présente et omniprésente longtemps dans les manifs, qu'on ne pouvait plus aller dans les manifs comme ça. Très rapidement, on voulait vous montrer une image sur cette partie-là. Aller en manif, c'est quelque chose aujourd'hui qui se prépare. Donc, il faut penser à blinder son téléphone, le vider des contacts qui peuvent être regardés, ne pas avoir la reconnaissance du visage, ne pas avoir la reconnaissance digitale, juste un code, sauvegarder son téléphone avant. Si on a un iPhone, programmer Siri pour dire « Siri, je suis arrêté » et hop, il envoie un mot à quelqu'un, il géolocalise automatiquement sa position. Pensez au maquillage, on n'a plus le temps de le mettre hélas, mais pensez au maquillage qui fait qu'on n'est pas détecté par les caméras de vidéosurveillance et qu'on n'est pas reconnu. Tout ça, ça se pratique. Vous trouverez des tutos sur Internet. Donc, on est parti d'idée que les manifs, aujourd'hui, il fallait se préparer. On n'y va plus comme on y allait il y a 20 ans, la fleur à la main. Les manifs sont des zones dangereuses. Il faut faire gaffe. On l'a vu avec Brice. On l'a vu avec tout le monde, en effet. On a vu qu'il y avait la nécessité d'évoluer les combats, justement, avec Xavier qui nous parle de la désobéissance civile et d'une action qui porte ses fruits sur la durée.
probablement avec un peu de casse, un peu de dégâts personnels, beaucoup d'abnégation, mais au final, ça porte dans l'ensemble ses fruits. On a vu Christophe qui nous parlait de la nécessité que cette action seule ne suffit pas, qu'il faut du législatif, qu'il faut du suivi. En effet, avec Xavier, toujours après, c'est pas parce qu'on a gagné une lutte que la lutte est vraiment gagnée. C'est peut-être là que le combat continue, en effet. Voilà, donc l'écho de Brice, quelques mots pour conclure de ton côté, Brice. Après, on passe à Christophe, à Xavier et à Stéphane. Brice. Excellente question. Quelques mots pour conclure. Disons que oui, comme tu le disais, on n'est pas prêt de voir la violence disparaître des manifestations. Même, j'ai tendance à penser qu'elle va augmenter et qu'elle va même se greffer sur d'autres types de manifestations revendicatives, parce que la société devient de plus en plus violente. Et moi, j'aimerais conclure sur le travail journalistique qu'on a à faire dessus, c'est de prendre du recul. Vraiment prendre du recul et puis de suivre les affaires en fait qu'on déclenche. Quand je vais à une manifestation, que je vais par exemple avoir un cas de violence policière, ne pas me contenter de vouloir buzzer, de diffuser ma vidéo sur les réseaux sociaux. Non, il y a tout un suivi, parce qu'on parle des violences policières, mais il y a les violences judiciaires, et je pense que le travail journalistique, c'était d'aussi suivre les violences judiciaires. C'est pour ça que sur ton Twitter, là, tu demandes par exemple à ce que toutes les personnes qui étaient à des manifs t'envoient les vidéos qu'ils ont prises pour regarder ce qui s'est passé, pour regrouper les témoignages. C'est parce que ça, je travaille sur une enquête dont je garde le secret, parce que c'est très touchy. D'accord. Bon, donc on en saura plus en septembre quand tu reviendras nous en parler. Avec plaisir. Christophe, Excuse-moi de conclure, c'est juste qu'on constate simplement, effectivement, dans la limite, ce que dit Brice, c'est que, voilà, j'ai une lumière un peu, c'est que on est dans une société de plus en plus violente, la société est violente, elle n'est pas de plus en plus violente. Et que rien n'a jamais été gagné sans combat. Voilà, juste un détail. Rien n'a jamais gagné sans combat. rien n'a jamais été gagné sans combat, oui. On a repéré. Et que tous les moyens sont bons. Vous m'entendez? Oui, c'est revenu. Les moyens sont bons pour arriver effectivement à un combat dont la fin est noble. Voilà. Donc, et à ce moment, il faut que les gens s'unissent. Il faut que tous les gens qui parlent là aussi, ils comprennent que tout ce qu'on fait est complémentaire et que c'est parce qu'on sera aussi nombreux et unis qu'on arrivera à quelque chose. Voilà, et aussi bien les clowns au Salon de l'Agriculture que Greenfield qui se promène avec 40 kilos de déchets sur lui, tout compte. Ouais. Stéphane? Écoute, moi, bon, le résumé de l'émission, tu l'as fait, donc je vais m'en passer. Je vais juste te dire que normalement, à chaque émission, je suis censé faire une chronique un petit peu décalée, un petit peu en mode fun, good vibe. Là, j'ai refusé de la faire. Je t'ai averti un quart d'heure avant l'émission. J'ai refusé de la faire parce que je ne voyais pas comment arriver à décaler ce sujet-là, qui est des violences, où on parle de gens qui sont morts, qui sont mutilés, qui sont éborgnés, et tout ça. Et en fait, je m'aperçois que j'aurais très bien pu, avec tout ce qu'on a dit tout au long de cette émission, il y a quand même de quoi faire. Effectivement, la violence n'est pas nécessairement dramatique, même s'il faut évidemment l'éviter. Il y a toujours quand même des côtés... là, quand je parle de violence, pardon, je vais préciser des manifs. C'est pas nécessairement dramatique. Les actions, tout ce dont on a parlé, c'est pas nécessairement dramatique. Ça peut aussi bien se terminer. Et donc, je vais essayer de garder ça à l'esprit, de garder ce bon côté, se dire que ouais, ça peut quand même bien se terminer, même si effectivement il y a toujours un risque, il y a toujours un danger, il y a toujours parfois des petites tensions, des petites frictions. Je pense qu'au bout d'un moment, on arrivera. On sera peut-être plus là pour le voir, hein, ni moi, ni vous tous. Mais je pense qu'à un moment, on arrivera à être vraiment bien entre humains, quoi. Ce serait quand même pas mal à la base. Ce serait pas mal, oui. Xavier, on te laisse le mot de la fin. Merci. Alors, je dirais qu'il faut en effet se préparer, mais plutôt à la non-violence qu'à la violence. Dans les manifestations, il risque d'y avoir de la violence à la fois du fait des violences policières ou de l'intention de quelques groupes militants qui ont choisi cet outil-là. Je crois, moi, que le pouvoir a besoin de notre violence et que du coup, comme on n'a pas besoin, nous, du pouvoir, ou qu'en tout cas on veut le contester, eh bien, on se doit d'être et de rester non-violent. Ça veut dire à la fois de dissuader autant que faire se peut la violence de l'autre, donc de ne pas provoquer la violence policière, de ne pas alimenter la violence policière, les dérapages policiers, et puis de ne pas laisser passer le moindre dérapage policier, et puis pas forcément d'aller là où le pouvoir nous attend. Et c'est l'intérêt de ces actions de désobéissance civile auxquelles nous formons,
que d'aller sur des terrains où nous ne sommes pas attendus, plutôt que d'aller bêtement manifester en plein cœur de Paris, là où toutes les issues seront condamnées par des policiers prêts à charger et qui, si personne de notre côté ne jette de pavé, vont casser une vitrine pour justifier a posteriori de nous rentrer dedans. Voilà. Donc tout ça, c'est désobéir.net, les désobéissants. Il y a aussi le petit manuel de désobéissance civile si vous voulez trouver en librairie de quoi vous former à tout ça. Ton manuel et le bouquin sur Rob Greenfield, Mr. Green de Christophe Agnus, c'est ton manuel. On met tous les liens sur onfaitsalon.tv. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette dernière émission de la saison. Je vous salue. Salut Brice. Salut Stéphane. Salut Christophe. À tout le monde. À bientôt Christophe. Salut Xavier. On te réinvitera avec plaisir aussi, comme Brice. Voilà. Et bonnes vacances à tous. Ciao. Ciao. Merci beaucoup. Bel été à tout le monde. Merci. Bonnes vacances et à bientôt. À la rentrée. À bientôt. Ciao. Bye. Voilà, l'émission se termine. Merci de nous avoir regardés. On avait commencé avec le confinement et puis on a continué et on va continuer à la rentrée. Émission plus longue que d'habitude, mais je pense que c'était nécessaire et on le pense tous. Merci de l'avoir regardé. Partagez-la, diffusez-la, abonnez-vous si elle vous a intéressé. Commentez-la, le replay sur YouTube, sur le site onfaitsalon.tv. On vous souhaite à tous de bonnes vacances. Merci beaucoup. À bientôt, fin août, début septembre, onfaitsalon.tv reprend et on se retrouve tous après les vacances. Bye, ciao.